tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable Winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable Winch. C'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable Winch. Yeah! Sweet November, la gang! Oui, on est tout proche, on est tout proche. Moi, quand les enfants commencent à me parler d'Halloween, ça veut dire que la vraie chasse commence, ça sera pas trop long. Yes, novembre est à nos portes. On commence à le sentir, puis j'imagine que c'est la même chose. En tout cas, il y en a un dans la gang que la fièvre est sérieusement en train d'y pogner. Charles, il se peut plus. On se communique tous ensemble, là, puis j'ai hâte qu'ils viennent vous parler de ça. Les gros bocs, ça apparaît sur ses caméras comme non-stop. Fait que... Oui, là, ça va être une discussion différente, là, parce qu'on a passé tout le mois d'octobre à chialer qui faisait 25 dans le stand. Puis là, ben, tranquillement, il faut mettre des petits manteaux, mettre une tuque. Un matin, j'étais dans le dos, puis j'avais une tuque sur la tête. Fait que c'est encourageant. C'est encourageant. Yes. Je pense qu'on va avoir une belle première semaine, à première vue, du moins, là, comparé à l'année passée, où est-ce qu'il avait fait extrêmement chaud. Là, probablement que la vague de chaleur, on l'a passé, là, on est rien vers le fret, fait qu'on va en profiter. Fait avant de faire rentrer nos invités, Dave, on avait skippé une étape la dernière fois. Là, on ne l'oubliera pas cette fois-ci. Oui, bien, avant toute chose, là, on veut que ça monte. Fait que vous êtes tous là, vous êtes 350, au-dessus de 350. La semaine passée, on a fait 430, 450 en même temps. Hey, salut Ken. Fait que partagez ça, partagez la classique, taguez des chums, des amis. On veut monter ça, on veut voir là, la chasse arrive. C'est pas vrai que le monde ne parle pas de chevreuil présentement, ça je suis convaincu. Fait que c'est le temps. Taguer des chums, on veut monter ça. On essaye de battre 450 pour le fun à soir en même temps. On va parler de route en plus, donc ça risque d'être très intéressant. Si vous voulez être prêt pour le mois de novembre, là, je pense que c'est un des bons lives au niveau du chevreuil. Oui, en plus, on en parlait tantôt, on va probablement prendre une couple de questions, donc ça va être le temps de jaser les stratégies pour l'été des Indiens. Tommy, arrête, l'été des Indiens, il n'y a pas de suite. Fait que, ce qu'on voulait dire, en fait, effectivement, c'est affiché en bas ici, pas oublier, il y a toujours une promotion qui est en vigueur depuis le début de la classique Whitetail jusqu'au 31 décembre, le code promo Zone T3. Le code, c'est UPF10, donc c'est écrit en bas, UPF10. C'est valide jusqu'au 31 décembre 2021. Ça vous donne premièrement 10% de rabais sur tous vos achats. N'importe quel achat que vous faites sur le site de Zone T3, ça vous donne 10% de rabais. En même temps, René de Zone T3 s'engage à remettre 5% de la valeur de toutes les ventes faites avec le code UPF10. S'engage à remettre en fait 5% à Unis pour la Fonde. Donc, ça vaut la peine. C'est un 2 pour 1. Mais en fait, c'est même pas un 2 pour 1, c'est un 3 pour 1. Parce que tous les gens qui vont avoir utilisé ce code promo-là, leur nom, ça va directement dans le chapeau pour un tirage d'une site 3D d'un buck, évidemment, un buck chevreuil lors de la grande finale le 19 mars de la Classic Whitetail. Yes, on n'a pas fini de parler de zone T3, là. Il y a quelque chose qui... Vas-y, je te laisse aller. Effectivement, donc, tous ceux qui sont à l'écoute présentement, si ce n'est pas fait, je vais vous demander d'aller sur la page de la Classic Whitetail à la fin du live. Donc, allez-y pas tout de suite, vous ne le trouverez pas. À la fin du live, vous allez sur la page Facebook de la Classic Whitetail. Si ce n'est pas déjà fait, vous likez la page de la Classic Whitetail, premièrement. Mais vous allez trouver, il va y avoir un post, il y a un tirage. On va faire tirer 2 cibles T400 de zone T3 parmi tous les gens qui vont avoir commenté. Donc, c'est-à-dire que vous allez taguer 2 de vos amis, vous allez liker la page de zone T3, liker la page de la Classic Whitetail. C'est bien simple, ça prend à peu près 42 secondes de faire les 3 petites étapes. Puis vous allez être éligible d'un tirage. On fait tirer 2 cibles T400 qui vont être tirées, en fait, possiblement le jeudi prochain lors du
possible prochain live de la classique jeudi prochain. Je dis possible parce que là, on est en discussion présentement. C'est le mois de novembre, on va tout être à la chasse. Et pour Québec, en Ontario, Charles en Alberta. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est mieux, mais techniquement, jeudi prochain, il va y avoir le tirage des 2 T400 de zone T3 parmi les gens qui vont commenter. Pour ça, il faut aller sur la page de la Classique Wacked à la fin du live. Vous allez trouver le post. Yes. Bon, je vais faire rentrer nos participants un à un. Salut les boys. Yeah, salut. Merci. Il manque Martin. Bon, tout le monde est là. Je n'ai pas manqué Yes. un. Nice. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes. La fièvre de novembre commence à se faire sentir. Ah, le frette en barque, fait que... Ouais, parfait. Charles, toi, écoute. Le fret embarque. Martin, lui, s'il n'y a pas fret, il amène le fret. On va prendre 15 secondes. Martin, tu nous as compté ça. Je veux que tu comptes ça au monde. Ce qui t'est arrivé. Je pourrais te compter parce que c'est quand même cocasse. Avoir une caméra, je suis sûr que tout le monde aurait ri de la vie. Okay. Je vais leur compter. J'étais dans le bois. bois. Pourquoi tu as une petite poche de glace à côté de toi? Là? Bon. Parce que c'est ça, là, il y avait un boulot, puis il était dans ma ligne de tir. Il semblait mort. J'ai donné un coup, le top est parti. J'avais le reste de ma grandeur. Fait que je poussais par en avant, puis par en arrière. Finalement, quand j'ai poussé par en avant, les mains m'ont glissé. Puis le boulot était en avant, mais il a springé back. Puis je l'ai mangé. Une tapoche sur le nez. Dans le front, sur le nez, puis et voilà. Il n'était pas mort, finalement. Hein? Il n'était pas totalement mort. Quand j'ai rendu que tu te chicanes avec les boulots dans le bois, là. Oui, c'est ça. Manu va peut-être comprendre un message. Va faire un peu moins dans le bois. L'herbe va plus l'attaquer. Les boulots fesses dessus. Un moment donné, il y a des messages là, qui t'envoient Martin. Il est temps que novembre arrive. Oui, écoute, c'est à nos portes, Martin. C'est parti justement des sujets d'aujourd'hui. Donc, les boys, commencez-vous à remarquer des changements sur vos caméras? Solide. Oui. OK, parfait. Qui veut commencer pour le fun? Moi, je vais écouter Charles. Là. Moi, je vais écouter Charles. Il dit solide, ça doit pas être ici certain. Non, malheureusement. Remarquez que j'ai eu 2 belles surprises la semaine passée, mais c'est des 3,5 ou 4,5 au Québec. C'est correct, là, j'ai pas à me plaindre, mais j'ai la chance d'avoir 3 caméras cellulaires en Alberta, puis depuis 3 jours, c'est assez terrible. On a posé un 8 avec une drop d'à peu près 6 pouces, 7 pouces. Posé nos 2 6x6 sont de retour, le petit et le gros. Le gros, on l'estime à 170, là, c'est un boom. Je l'ai d'ailleurs changé, je l'ai mis sur mon écran de cellulaire. C'est sûr, vous ne le voyez pas bien, mais je viens de vous les envoyer sur Messenger. Je les ai eus via quelqu'un, ces photos-là. Si tu veux les mettre, Raphaël ou David, je l'ai mis... je l'ai zoomé aussi une shot, juste montrer aux gens. C'est un bas qu'on pose depuis 2019. C'était un beau gros 10 en 2019. L'année passée, c'était un 6x6. C'est encore un 6x6, mais la masse, il y a tout. Un matin, 9h30, le caméra cellulaire m'a envoyé un message. Il était là ce matin. Puis ça, c'est quand même un bon indicateur, que ce soit en Alberta ou ici, là, ça bouge sur les grattages. Là, si vous avez à photographier des nouveaux chevreuils, c'est dans les prochaines heures que ça va se faire, là. C'est parti. Il y a un déclic. J'ai mon téléphone ici, puis moi, c'est tout nouveau, des caméras cellulaires, là, puis j'attends juste les notifications de quand ils me les envoient une fois par jour. Une autre affaire pour nous déranger quand on est avec nos femmes, c'est ça le problème. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas grand développement autre que ça, que j'ai hâte de partir aller fouiller les 32 autres caméras là, mercredi prochain. Pour ce qui est de ma présentation ce soir, moi, on avait effleuré l'idée de peut-être de présenter ou parler de technique. J'ai été sur le terrain, puis j'ai préparé un petit montage vidéo, une petite capsule technique sur un petit peu l'appel du chevreuil. Okay. Je jugerai le moment opportun, David ou Raphaël, là, pour le présenter au public ce soir. Écoute, on va faire une petite tournée rapide, puis on pourra commencer avec ton vidéo, Charles, sans problème. Pas problème. Avant, moi, j'aimerais ça qu'on passe. Là, c'est un sujet un peu plus plate, mais c'est parce qu'on me pose la question. On pose la question maintenant, puis on va aller directement avec Tommy. On le demande déjà.
On a-tu trouvé ton boc? On va profiter de la plateforme actuellement de la classique pour en parler. Tommy, tout le monde a vu ton boc la semaine passée qu'on a monté la semaine avant. Déjà, le beau boc que tu avais tiré au Québec, puis malheureusement, il est arrivé de bad luck. Qu'est-ce qui est arrivé pour les gens qui n'ont pas vu? Puis... On va vous faire une petite mise en situation. Moi, j'ai récolté mon chevreuil le dernier dimanche. Le dernier dimanche de la poudre noire. Fait qu'il restait quelques jours. Puis moi, j'étudie à Bécomo. Fait que je l'ai décidé de le monter jusqu'à Bécomo. On a accès à une chambre où je l'ai laissé reposer une couple de jours. Puis avec des chums, on a fait la boucherie. Fait qu'on l'a débité. Puis le lendemain, j'étais supposé bouillir la tête pour faire un crème blanchi. Puis ça a donné que finalement, il manquait du stock. Fait que j'ai laissé la tête dans la boîte de mon pick-up pendant un peu plus que 24 heures. Là. Je dirais, mettons, 30 heures. Puis le surlendemain, dans le fond, la journée où j'étais censé le bouillir pour la deuxième fois, je sors dehors. Puis juste par principe, pas par principe, mais par fun, on va juste checker un petit coup d'œil à mon boc pour me dire « Tabarouette, c'est un beau bonhomme, ça. » Mon beau bonhomme n'était plus là. Il a pris un sale 2 minutes. Puis après, au début, je pense que c'est une mauvaise joke. Que là, je texte mes colocs. Pas eux autres. Là, je texte mes chums qui sont venus débiter avec moi, qui savaient que la tête était là. Pas eux autres non plus. Là, je lâche un texte sur le groupe de tout le programme dans lequel je suis. Personne n'a vu ça. Là, je vais Chris, c'est plus une joke. Là. Je me mets à chercher. Pas de caméras qui ont accès à la vue où ce que mon pick-up était parqué à ce moment-là. Puis la dernière fois que le chevreuil a été vu, c'était à peu près il y a minuit. Là. Mes colocs qui revenaient, puis ils sont arrêtés dans la boîte. Je checkais un petit coup d'œil, puis ils sont montés. Puis à 8 h le lendemain matin, ils n'étaient plus là. Fait que c'est un coup plate qui s'est produit. Puis, tu sais, au début, je pensais peut-être à me dire, c'est-tu un prédateur, c'est-tu un oiseau de proie? Il n'y a pas de signe de présence animale pantoute. Là. Sur ma boîte de truck, il y a eu des traces de griffes. Ça avait été un prédateur terrestre. Puis il n'y a pas un oiseau qui était assez gros dans le secteur où je suis pour venir atterrir dans ma boîte de truck et repartir avec la tête. Là. Parce que, il n'y avait pas juste les cornes, il y avait la tête, le crâne, tout le steak qui vient avec, la peau, les yeux, il y a une partie du cou. C'est quand même pesant. Là. Pesant. Il n'y a pas un oiseau qui a pu venir chercher ça. Puis, fait que, tu sais, avec les circonstances, la façon que c'est passé, je sais quelqu'un, c'est sûr. C'est qui? J'ai aucune idée. Je remercie tout le monde qui ont pris la peine de partager et de réagir au post. Écoute, c'est grâce à ça. Sans te couper, là, présentement, il y a un post qui circule sur en fait, différentes personnes. Je pense que c'est le premier post, c'est ta mère qui l'a fait. Elle s'engage à remettre une récompense de 200 $ pour n'importe qui viendrait remettre la tête ou qui aurait de l'info. Qui aurait ta tête, en fait, là, c'est ça. C'est pas 200 $ pour chaque info. Mais si on a la tête, on s'engage à une récompense. Mais sinon, il faut aller sur la page de la Classique Whitetail. On a partagé ça. Vous avez de l'info, vous ne savez pas trop, vous pouvez écrire à la Classique Whitetail en privé. On va s'arranger pour transmettre ça à qui de droit pour la suite. Puis comme j'ai dit, je tiens à remercier chacune des personnes qui l'ont fait ou qui vont prochainement le faire parce que, tu sais, présentement, là, j'ai fait le tour des poubelles proches, le tour des voisins, les caméras, comme je dis, ils n'avaient pas. La seule façon possible de peut-être retrouver ce chevreuil-là, ça va être avec le biais des réseaux sociaux. Oui, absolument. Ça va assez vite. Là. S'il y a quelqu'un qui s'est ouvert la trappe à quelque part, ça va savoir. Tu sais, Tommy, juste sur ma page, je pense que j'ai eu 200 partages. Ça ne paraît pas, mais ça va quand même assez vite. Ça touche du monde. Je ne savais même pas si c'était à Bécomo. Quand j'ai vu le post à Luc, il ne faut pas oublier que dans la région de Bécomo, j'étais allé tout de suite changer, puis j'ai marqué secteur de la ville de Bécomo. Fait que là, ça s'est tout de suite rajouté sur tous les 200 partages. Fait, cool. C'est en parlant comme ça que... C'est un gros merci pour vrai à tout le monde, à chacun d'entre vous qui nous écoute, chacun d'entre vous, les boys de la classique. Puis, quand je parle, j'ai l'air un peu moyennement de bonne humeur, là, mais c'est parce que je l'ai encore sur le cœur. Je pense que je disais ça en joke à ma mère, là, mais j'aurais préféré me faire voler mon truck que mon boc de sonner. Oui, parce que là, c'est assuré. Oui, c'est ça. Je peux mettre la police sur le dossier. Je peux pas aller. Si il avait volé ton truck, il a eu ta tête pareil. Ouais, dis de même. C'est un bon point. C'est un bon point, ça. Bon. C'est ça, je voulais faire la parenthèse, je voulais prendre le temps d'en parler. Donc, s'il y avait de l'info, vous pouvez écrire à la Classique Whitetail ou à Tommy, ceux qui connaissent Tommy personnellement. Tu sais, honnêtement, là, c'est pas de trouver le coupable. Ça, on s'en fout, c'est de récupérer la tête. Moi, je veux pas savoir. Là, ce qui est de valeur, c'est qu'on attribue le pointage d'une femelle à Tommy. Ouais. Non, mais comme Martin a dit, moi, je veux pas savoir où ce que vous l'avez trouvé, la tête, ça m'importe peu. Là. Présentement, c'est le dernier de mes soucis. Là. Moi, ce que je veux, c'est juste la revoir chez nous. C'est ça. Pour Alain Dravin qui nous demande si on a une photo du chevreuil, bien évidemment, sur la page de la classique, il y a plusieurs photos.
Donc, tu sais, quand je disais tantôt, là, c'est important de suivre la Classic Whitehead, entre autres, là, tu sais, il y a plein d'infos qu'on ne voyait pas dans les lives, des choses comme ça, des posts qui sont faits. Il y a du plus avec la Classic Whitehead. Donc, entre autres, les photos des récoltes sont là, évidemment. Le buck à Tommy est là, puis on ne peut pas se tromper. Là, on le voit très bien là, sur différents angles. Fait qu'il va être dans un buck de même dans le coin de Bécomo, d'après moi, il va être assez facile. Le seul chevreuil de la Côte-Nord. Oui, c'est ça. C'est bon. ça, exactement. OK, écoute, on va passer à un sujet plus heureux. Autre ça, Tommy, toi, ta chasse est finie. Est-ce que tu vas redescendre quand même une fois de temps en temps ou si tu. Ah, c'est clair. Ah ouais, ma chasse est finie en tant que chasseur, en tant que personne qui va récolter. Mais tu sais, en fin de semaine, c'est en fin de semaine de la relève. Fait que là, moi, j'aurais pas la chance de descendre. Mais c'est sûr que je vais continuer à les filmer. Puis, quitte à faire des observations pendant qu'une équipe est en train de chasser là, moi, je me mets plus loin, faire de la prospection, dire OK, j'ai vu travail d'équipe, c'est ça. Ouais, c'est en plein ça. Puis, oublie ça, moi, c'est impossible que je reste. Mois de novembre, chez vous. Impossible. On oublie ça tout de suite. C'est bon. Mais c'est un beau relais, ça, par exemple, à Luc et Louis. La fin de semaine de la relève, vous allez être les seuls parmi tout le monde ici à pouvoir chasser au Québec. La fin de semaine qui s'en vient au Québec. Donc, selon moi, c'est un très gros avantage parce que ça commence à clutcher pas mal. Écoute, on va être à peu près dans la plus belle fin de semaine. C'est là que les bucks sont le plus présents dans les scrapes. Nous autres, on le voit, là, c'est très, très, très actif de jour en plus. Fait que, on a vu un gros changement. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde dans le bois. Fait que ça, c'est un autre avantage. Fait que, écoute, on va essayer d'en profiter. Malheureusement, il annonce encore beaucoup de pluie. Là, Ouais. On n'est vraiment pas chanceux de ce côté-là. Mais écoute, on va essayer d'en faire au moins 1 sur 2. Au moins une... C'était ma question, Luc, parce que là, Louis, tu as ton permis de femelle. Oui. Puis ce qu'il faut dire, c'est que Louis a un permis de femelle tout le long du mois de novembre. Et là, ça commence à être un bon temps pour le buck. Allez-vous essayer de courir 2 lapins en même temps? Vous allez faire quoi, là? Ben, si on est dans une bête à buck, je garde mon objectif. Mais si on voit qu'il n'y a pas de buck qui rentre à cette bête-là, puis il y a une femelle qui se présente, ben, m'en prendre, c'est sûr. Okay. Écoute, on a 1 ou 2 bêtes qui ont plus de femelles, puis qui rentrent quand même en milieu de journée, là, des 11h, midi, 1h. Fait que, il annonce la pluie le premier samedi en soirée. Ça se peut qu'on aille faire une pause là, comme tard en avant-midi, aller jusqu'à mi-après-midi pour essayer de récolter une femelle. Puis dimanche, la pluie arrête sur l'heure du midi à peu près. Là, fait que le soir, on va aller pour le box sûrement. Gardes-tu ton arc, Louis? Oui. Pour la fin de semaine de la relève, je garde mon arc. Oh! Pour la fin de semaine de la relève, j'ai entendu. Début de novembre et tout sûrement. Probablement la première ou deuxième semaine. On va peut-être à la fin, peut-être. Mais pour l'instant, on maintient le cap. Puis Louis a fait ses devoirs. On est allé acheter des nouvelles lames. On a repratiqué encore toute la soirée. Nice. Tout est ajusté. Là, on a des lames qui pénètrent beaucoup plus. Fait que plus solide aussi. Est-ce qu'on peut te demander, sans vouloir plugger quoi que ce soit, Luc, vers quoi tu t'es tourné? Ou... Ben écoute, personnellement, je vais être honnête avec toi, Raph. Moi, je suis un anti-point fixe. Mais je l'ai convaincu. Louis m'a convaincu. Tommy aussi m'a convaincu. Je suis allé l'acheter. C'est des... Mozzie. Yes, c'est ça que j'ai, moi. Et puis, on a ajusté ça. Puis, ça vole très, très bien. Je suis surpris. Fait que aller jusqu'à 30 mètres, ça tire dans un gros 2 piastres. Puis, je peux monter plus haut que ça parce que je suis sûr que ça volerait bien pareil. Ah, mais je veux rester dans cette distance. Dans ta zone de confort. Là. Ouais. Ça, c'est bon signe. Pour faire clore la parenthèse vite, là, des points fixes. Ça, c'est parce, si ça va bien, là, les petits ajustements que tu as faits, c'est parce que tu as un arc qui est bien tuné. Complètement. Le vol de point fixe dépend de la façon que l'arc est tuné. Exactement. Non, puis ça vole très, très bien. J'ai été vraiment surpris. Probablement, moi, que j'ai commencé avec les points fixes quand j'étais plus jeune. Mon arc devait être sûrement, justement, des grosses Thunderhead 125. On a la clim. La flèche d'aluminium croche. Quand j'avais connu la Rage après, là, ça n'a pas été long que j'ai changé, mais écoute, tout est là pour évoluer. Hein, fait on essaye ça en fin de semaine. On va voir, la pénétration est de beaucoup supérieure, puis la lame a l'air beaucoup plus rigide. Fait on va vous donner des nouvelles en fin de semaine. On a hâte de suivre ça, c'est clair. Je suis pas inquiet. On te souhaite bonne chance, moi, Louis, pour en fin de semaine. Merci. Nous tiendrons au courant parce que nous autres, ben,
ne sera pas dans le bois. Ah non, ben, ça, je vais Mon l'être. loin, il Ben, va passer dans mon sim. Martin aussi va l'être. Ben, toi, Ouais, moi, je vais être là parce que on mon parle de la gars, fin de semaine de la relève. Ouais, c'est ça. Je voulais te succéder à toi, Martin. Vas-y, je te laisse aller. ouais, ben c'est ça. C'est William qui va faire sa chasse à l'arc. OK, Ah, d'ici c'est à cool, l'arc. ça. Ouais, c'est tout à l'arc, nous autres. Ouais, Hey, ça, les c'est- jeunes, ça tire de Ben, l'arc. il C'est est- bon. Mais c'est drôle. Il est motivé. Fait que, tu sais, il pratique, puis c'est la pratique. Tu sais, je me rappelle quand il a commencé l'année passée, là, il était un peu tu sais, désajusté. Il commençait. J'ai dit, attends, quand tu vas grandir, tu vas pogner de la force, tu vas pogner de la confiance. Puis là, ben, tabarouette, il tire bien, puis j'ai même plus besoin de rien dire. Il fait tout seul. C'est juste de la pratique. C'est juste ça. Ben, L'année c'est- passée, de mémoire, il avait failli récolter un super de beau buck. Ah, il est titre sur le mur. Là. Cette année, son objectif, c'est quoi à ton gars pour le fun? C'est quoi votre objectif en fin de semaine? Ben, écoute, on avait. Parce que moi, comme c'est là, j'ai rien de rentré là, qui fait comme. J'en ai un qui est rentré, puis c'est rentré, je pense, avant-hier. Puis on a un buck qui boite d'une jambe. OK? Puis ça, c'était. J'en ai parlé avec William, c'était pas un gros panache. C'est un 6 ou 7 points, mais il y a une jambe cassée. Puis j'ai parlé avec William, puis William, il dit, tu sais, papa, il dit, si j'ai pas rien, je pense que je vais prendre ce mâle-là parce que, tu sais, il a la jambe cassée, puis, tu sais, puis là, j'ai dit, OK, là, j'ai expliqué pourquoi tu ferais ça. Il m'a parlé, j'ai dit, regarde, j'ai dit, on avait un gros 6 points l'année passée. J'ai dit, je serais même pas surpris que ça soit 6 points. Parce que normalement, quand un mâle va se faire, tu sais, blesser ou heurter, peu importe, souvent, le panache, ben, il peut être affecté. Puis je ne serais pas surpris que ce soit notre 6 points. Écoute, j'avais un 6 points l'année passée, là, il y avait tout de même 20 pouces de large puis des pins de 10 pouces. C'était un beau buck. Puis là, ben, ce mâle-là, ben, malheureusement, il n'est plus bon, là, on s'entend. Il est plus. Il ne sera pas ce qu'il était, il a une jambe cassée. Là. Fait que c'était le choix William. Là, j'ai eu, dans un autre de mes spots, que j'ai eu un méchant beau buck. Puis là, ben, il est comme, wow. Il dit ça, papa, il dit, écoute, je te le laisse, ça là, c'est à toi, tu décideras. Mais je te laisse ça. Pardon? Mais tu n'auras pas de cadeau à Noël. Écoute, sais-tu quoi? Une clémentine dans le bas de Noël. L'année passée, écoute, il y avait un 6 points, il ne s'est jamais placé. Puis il a resté avec son tag. Il a eu une chance sur le gros du point que moi j'ai tiré à l'arc. Il l'a laissé partir. Écoute, il a fait ça là, comme un vrai. Là. Il m'a écouté à l'aide. Il n'a pas gaspillé une flèche sur le buck qui s'est tourné. Puis j'ai eu la chance de le récolter. S'il se lève ce matin-là, c'était juste drôle, là, il n'a pas voulu se lever. Mais moi, je suis allé, je n'avais pas le choix. Là, c'est moi qui l'ai récolté. Mais là, comme je te dis, il y a eu sa leçon de l'année passée. Et là, il est primé plus que jamais. Fait en fin de semaine, c'est pour mon gars. Nice. All right. C'est cool, ça. Parfait. Puis les boys de Trailcam, vous autres, qu'est-ce qui se passe? Bien tranquille pour moi, en tout cas, de mon bord. Là. On continue de bêter et espérer de voir Perfect rentrer un peu. Là. OK. Moi, ma to-do list est faite pour en fin de semaine. J'ai un beau carreau de Bresca que je me réservais pour la carabine. Puis là, il commence à jumper les clôtures. Fait que je vais aller enlever mes clôtures. Il me reste comme 2 stands à mettre dans des endroits chauds depuis pas longtemps. Fait que 2 stands à mettre. Puis moi, je garde la même stratégie. Là. Mes femelles là, sont dans le coin à côté. Fait que je bête un gros tas au milieu de la terre. Puis autour, tu vois, c'est fou raide. Puis j'ai remarqué, dans le fond, depuis peut-être une semaine que j'ai un shooter, en fait, de 4 ans, puis il se tolère plus, là, les bucks. Là. Lui, quand il rentre, les autres bucks sacent leur camp. Fait que c'est lui. Just, quand tu dis autour, c'est comment loin autour pour le fond de ta bête que tu dis que ça commence à être top, là, qu'il y a des signes qui apparaissent? J'ai un 1500-2000 pieds tout le tour de la bête. Là. Ben, tu vois, les gens souvent ils se demandent comment loin il faut que je recule. C'est un peu par là que je voulais aller. Comment loin il faut que je recule des signes de la bête. Comment, tu sais, Raph, quand on avait parlé au salon virtuel, on avait comme déterminé avec les expériences qu'on avait, les vidéos qu'on avait, c'était au moins un 600 pieds
C'est à 200 mètres au minimum. Il ne faut pas que les gens aient peur de reculer plus que ça. Là. Là, tu vois, tu es capable, évidemment, ça prend le terrain pour, là, mais tu es capable de reculer, puis là, tu dis que tu es rendu à 1500, 2000 pieds, puis ça concorde même avec ce qu'on a, mettons, par chez nous. Là. Moi, 2000 pieds, là, c'est la distance qu'ils font au minimum à tous les jours pour aller dans les champs au bed, là, à tous les jours. Fait que, les grottes sont à 2000 pieds, effectivement. Puis tu sais, je les pogne pas super de jour. Là. Ils arrivent à la noirceur. Fait que, tu sais, ils partent de 1500 pieds minimum. Puis ils s'en vont aux bêtes. Fait que j'ai plus de chances de le voir à 1000 quelques pieds de la bête qu'à la bête directement. Ouais. Faut penser que des bêtes, il y en a partout. Là. On n'est pas ici à la bête. Ça veut pas dire que je chasserai pas là. Fait que je vais checker mes cams s'ils rentrent de jour. Je vais aller chasser la bête. S'il est limite, c'est sûr que je chasse le pourtour de la bête. Ouais, puis souvent là, ils peuvent niaiser pendant une grosse demi-heure, 3/4 d'heure à distance de la bête. Là, puis ils rentrent de jour, là, mais ils rentrent en distance. C'est ça, je t'ai pour dire, tu sais, le bas que j'ai tiré, là, je l'ai filmé en affaire comme 20 quelques minutes avant qu'il rentre à la bête. Tu sais, j'avais un visuel dessus, là. Fait que des fois, tu fais juste te décoller un peu, même en ayant une shot sur la bête, à la limite. Le chevreuil, il ne veut pas ici que c'est une bête. Là. Ça arrive très souvent que les gros, ils break et qu'ils attendent. Il y a comme un genre de staging area, là, où est-ce qu'ils prennent connaissance de ce qui est en tout. Ils veulent être sûrs, ils ne sont pas prêts à rentrer. Puis, imaginez-vous comment de photos de bocs qu'on n'a pas. Comment de bocs qu'on n'a pas pris en photo qui viennent juste tourner autour. Ben, dans le temps du rut, là, on serait surpris, je pense, le nombre de... Souvent, nos caméras sont dans les champs ou sur des bêtes, pour la plupart des gens. Ben, ce qui a passé en arrière de la bête, souvent, ou dans l'arrière de la caméra, tu ne le vois pas. Là. Mais les bocs n'ont pas besoin de rentrer à la bête pour savoir s'il y a une femelle en chaleur dedans. Ils vont avec le vent et les traces. Fait que, je serais curieux. Puis le dernier que j'ai passé, la fermeture du pot de noir, le mercredi, il a fait exactement ce que le boc à Tommy a fait. Il est arrivé, il a scrapé un 5-10 minutes en dessous de moi, puis après ça, il a fait une loupe puis il est rentré dans la bête. Fait que. Il n'est pas rentré direct. Là. Non, c'est ça. Il a scrapé un bon 5-10 minutes. Puis, j'ai remarqué souvent ça aussi, les chevreuils, souvent sur des bêtes, là, surtout. Là. Des fois, ils vont être couchés à peu près à 150, 200, 250 verges la bête, à bonne vue, pour voir justement s'il y a des dangers qui courent autour de la bête. Fait que, faites attention quand on rentre et on sort, là. Ouais. Souvent, on brûle nos bêtes. Après 2-3 jours, on voit de moins en moins de chevreuils. C'est parce qu'ils vous ont repéré et ils savent que vous êtes un prédateur. Surtout à l'arc en début de saison, c'est pas long brûler un spot. Ben non. Carabine, tu peux te reculer, mais là. Ça dépend. Hugo, tu fais référence à Hugo et son champ. Ouais, je fais référence son champ pas brûlable. Il n'était pas brûlable. Mais si je peux un peu surfer là-dessus, aujourd'hui, moi, j'ai été faire un tour de toutes mes cams, en fait, au grand complet. On a, dans le fond, sur la Terre, on a une bête. On a 200 heures qu'il y a une bête dans le fin fond de la Terre, parce que là, on est loin des champs. Puis je trouvais ça tranquille. Il y a tout le temps beaucoup de chevreuils, là, mais cette année, on n'a pas de mature. Ça ne le cachera pas. Là. Je n'ai pas de mature. Du moins, pour l'instant, j'en ai un. Les dernières années, c'est inhabituel parce que les dernières années, j'en avais tout le temps, mettons, 3, 4 de 4,5 et plus que je pouvais dire, j'ai des chances de croiser un ou l'autre. Là, je suis à 1 et c'est tout. Il n'y a rien de nouveau encore qui est apparu. Je trouvais ça pauvre en signes. Et tu vois, j'ai commencé à trouver des signes, puis ça doit être à peu près à ça, Joss, à peu près à 1000-1500 pieds. Mettons de la bête, le fond, là, c'est à peu près à cette distance-là que j'ai commencé à trouver des signes. J'ai trouvé peut-être 6-7 scrapes aujourd'hui. Rien de gros, par exemple. C'est comme si les tout petits commençaient à s'énerver, puis c'est à peu près tout. Fait que ça commence. Moi, de mon côté, là, ça commence, c'est bien tranquille. Je n'ai pas fait le tour encore s'il y a bien des champs de bénin encore debout, je l'espère, pour qu'il y ait encore une couple de chevreuils qui rentrent, parce que pour l'instant, de mon côté, c'est, je dirais pas décourageant. Mais c'est pauvre. c'est pauvre, pas mal. J'aimerais poser une question. Ça serait peut-être le fun de poser la question au public aussi.
comment ils trouvent cette année par rapport à l'année passée, parce que moi, personnellement, je le vois sur différents terrains. Là. Puis, honnêtement, je pense que le nouveau plan de gestion à 2 mâles par chasseur a fait très, très mal. Regarde, Luc, ce que je viens de faire apparaître. OK. Jérôme Perrin qui dit moi, zone 3, 3S, Chaudière-Appalaches, j'ai un buck qui a fait 18 km entre 2 spots. On est rendu pauvre en buck, c'est fou raide. 18 c'est triste parce qu'on l'entend de partout. J'ai plein de clients qui me le disent ou des gars qui me textent. Puis, Luc, il me semble que ça s'appauvrit puis rapidement. Puis, on le voit, là. On le voit que c'est beaucoup plus triste que c'était. Il y a encore quelques secteurs dans la zone 6 nord ou 6 sud, là, mais des coins isolés où les gars ils ont grand terrain et qui font attention. Mais le 2 mâles par chasseur l'année passée a fait très mal. Puis cette année, ça va être encore pire. Fait que c'est pas de bon augure pour les prochaines années. Là. Non, effectivement. Puis, tu vois, moi, je trouvais que c'était pauvre de mon bord pour prendre l'expression à Just. J'ai texté, moi, un de mes chums qui chasse autour. Tu sais, des fois, souvent, on a les mêmes bucks, mais juste à partir de novembre. Tu sais, des bucks que j'ai, ils retournent chez eux, vice-versa. Je vais au moins m'encourager en les écrivant, en pensant, y a-t-il quelque chose de nouveau qui pourrait peut-être retomber? Rien autour. Puis, tu sais, moi, je suis à parler avec les autres, je suis peut-être un de ceux qui a le plus de relève de 2 ans et demi. Tu sais, j'ai 6 bucks de 2 ans et demi. J'ai 0 3 ans et demi. Fait que l'année prochaine, j'ai aucune idée de ce que je chasse. Au Québec, j'ai aucune idée de ce que je chasse présentement. C'est pas dur, ça va être ailleurs qu'au Québec. Ça va être c'est le ça Midwest. j'allais dire. On va encourager les gens à aller chasser ailleurs. Vous allez voir que c'est vraiment plus le fun que de chasser au Québec. Parlez-en à Charles. L'industrie va s'en porter bien ici, hein, parce qu'à cause de nos gestionnaires, nous autres, on va les dépenser ailleurs. Puis il y en a plusieurs qui vont faire comme nous autres. On va même les encourager, Charles. On va les encourager. Si tu veux chasser pour une qualité de chasse, on s'entend qu'on ne parle pas nécessairement de trophées. On va les dépenser ailleurs. Fait que c'est l'industrie du Québec qui va s'en ressentir. Je passe un petit message en même temps à l'industrie. Là. Il serait peut-être temps, vous aussi, vous impliquiez et vous nous souteniez pour se faire respecter qu'un plan de gestion qui a de l'allure. Parce que là ça ne va pas bien. Les pommes ici, tout à l'heure, là, ceux qui vendent beaucoup de pommes, là, c'est incroyable les dollars qui se dépensent en pommes, en carottes. Ben, dites-vous bien une chose, là. Quand il va y avoir beaucoup moins de chasseurs, ben les pommes, là, il n'y en aura plus de pénurie de pommes que l'année passée. Ça a déjà commencé. Il y a des gars qui vendent beaucoup moins de pommes et de carottes dans les secteurs parce qu'il y a beaucoup moins de chevreuils. Puis, écoute, j'ai hâte de voir vraiment si le ministre Dufault va maintenir sa parole parce qu'il a été clair avec ses biologistes que ça prend un nouveau plan pour décembre. Fait que là, UPF, on est un peu moins actif parce que ça ne donne rien de barger par-dessus qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire. Là. Ils ont jusqu'à la fin décembre pour donner un nouveau projet au ministre parce que le ministre n'est pas d'accord avec ce qui se fait actuellement. Puis c'est de bon augure si le ministre tient son bout. On va voir ce que ça va donner, mais nous autres, on ne lâche pas le morceau. Puis... On va se croiser les doigts, puis on sait tous très bien que c'est en grosse partie grâce à Uni pour la Fonde si on a réussi à se faire un peu écouter, parce que c'est complètement honteux ce qu'ils ont fait. Ça détruit carrément le cheptel. On est probablement dans les... Il y a beaucoup de passionnés au Québec, Charles, et tout le monde. Là. On en est tous des tops dans le sens qu'on vit, on pense à ça, puis il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. Mais quand c'est rendu que même nous autres, on se dit, bon, on fait quoi l'année prochaine? On chasse au Québec? Puis on a des bonnes places, là. Oui. C'est ça le pire. On a des bonnes places. On fait-tu, Joss, ta commandante, mettons que tu contrôles ou que tu chasses? 600. Comment de buck en haut de 4,5? 1. Alex, comment grand? Moi, j'ai à peu près 200 autres, mettons. Comment de buck en haut de 4,5? 2 bucks. Tommy, Luc? On a accès à combien? Présentement, on chasse sur un 400, mettons, mais en total, on a accès à peut-être 5. Ouais, mettons un 500, là. Avant ça, on avait accès à plus. 4,5, vous étiez dans les bonnes places, là, je dirais. On a accès quand même à un beau trou. Là. Tu sais, je comptais vite, là, puis juste des 4,5 et plus de poser, on est à 8 cette année, incluant celui que j'ai récolté, mettons. C'est exceptionnel. Charles, tout est à 600, quelque chose 600 autres. Un en haut de 4,5 sûr à 100%. Un 3 ans et demi. Après ça, je ne suis pas sûr que le plus gros des 2 ans et demi, il fait 3. À date, on est à 1 ou 2 pour 600 heures. Martin, toi? À date,
300 acres un peu, c'était là. J'ai plus qu'une place. Puis j'ai en haut de 4,5, je pense que j'en ai un, pas plus. Là. Raph, Hey, boy. Moi, j'ai fait un inventaire avec mes voisins. Puis sur 1000 acres, il y a un buck de 4,5. Sur 1000 acres. Puis puis des 3 ans et demi, là, il y en a 2. Puis des 2 ans et demi, il y en a quelques-uns. Je ne peux pas dire combien, il y en a quelques-uns. Mais c'est parce que de 2 bucks, ce que je me rends compte en parlant avec les gens, c'est qu'il y a des gars qui ne chassaient pas dans, mettons, je chasse dans 7, qui ne chassaient pas dans 7 avant. Puis qui sont venus se récolter un buck. Tu sais, le fameux premier chevreuil qui est récolté, mais pas le deuxième, mais ils sont venus le récolter leur premier dans une zone qui ne venait jamais avant. Ils ont tiré des spikes, des 4 points, des affaires de même. Après ça, ils s'en retournent chasser dans leur zone, proche, la 6, mettons. Puis là, ben, ils ne tirent pas dans la 6. Fait qu'ils ont récolté un chevreuil, mais la pression, ils l'ont mis ailleurs, ils l'ont mis chez nous. Fait que, mais là, selon les statistiques, il y a juste un chevreuil qui a été récolté. Tu sais, le deuxième, il ne l'a pas récolté. Fait qu'il ne fait pas partie de. Mais en même temps, on n'avait pas ça avant. Fait qu'imaginez là, l'impact que ça a un peu partout. Mais là. un point, là, justement, et tout, pourquoi que le RTLB serait pratique partout? Là, moi, je suis dans la zone 6, là, ça s'est garoché aucun sens dans la zone 6. Ouais. Puis, je te jure, on se créerait à l'outarde puis au canard, là, tellement que ça tire. Là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis, l'année passée, là, la première fin de semaine, j'ai entendu 120 coups de carabine. Puis, j'ai compte, là, puis je suis désespéré, là, puis... C'est la première année de ma vie que je posais 0 shooter durant. Puis Chris, j'ai des bûchers, c'est sale, puis tout. Puis les chevreuils ont de la place pour se cacher. Là. Puis l'habitat est parfait. Là. Puis c'est pas moi qui mets de la pression. Là. J'ai des chats nourriciers, j'ai tout. Puis même pas un shooter durant la carabine. Ça avait 0. Là. Moi, j'étais découragé. Là. Écoute, imaginez-vous pour les piles qu'on dépense sur notre terre, là, ça n'a aucun sens. Là. D'autres, pour ceux qui ont pris la parole, on est pas mal tous dans des zones à bonne densité, sinon sur le bord d'être forte densité. Ouais. Imagine-toi quand c'est dans zone 4, comme Martin était fait un tour quand il courait après sa biche. Là. Ah, mais Charles, il y en a plein de commentaires. Là, c'est parce qu'on Ça rentre, c'est fou. Là. Zone 3, zone 2, zone 1, en Gaspésie. Là, faut pas comparer à la zone 1, par contre. Là, la zone 1, c'est vraiment différent, la réalité qu'il y a là-bas. Là. Non, mais c'est juste pour dire, les zones à faible densité, comme tu parles, imagine ce que c'est là-bas. Mais c'est que ça depuis tantôt. Là. C'est que ça, c'est pas de buck, 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 pas de buck. C'est simple, il n'y a pas de buck. Ah ouais. Écoute, j'ai parlé avec un monsieur de Rimouski l'année passée, là, puis de toute sa jeunesse, il a vu Toho plein de bucks. Et l'année passée, il dit là, je te le dis, là. Et il dit, j'ai de la misère à photographier des femelles, puis je me rappelle plus s'il y avait 10 ou 12 caméras, il a pogné 0 spike, 0 buck, 0, 0, 0. Aucune relève. Fait que, tu sais, puis pour renforcer un peu ce que Charles disait tantôt, là, oui, l'UPF, on a parti le mouvement, mais la beauté de la chose depuis ce temps-là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de journalistes qui ont embarqué là-dedans. Tu sais, les Jean Larivière, les Ernie Wells, les Stéphane Monette, toi, Charles, t'en parles souvent. L'industrie s'est ralliée, mais la seule tristesse que je trouve, que je suis vraiment déçu, c'est l'industrie, les magasins. Les magasins, je ne comprends pas qui ne s'impliquent pas plus que ça. C'est le business. Il n'y a plus de gibier, il n'y a plus de business. C'est interrelié. Fait que ça, là, puis c'est pas que je les ai pas rejoints, là, que ce soit les écotones, les pro-nature, je les ai tous parlé au Big Boss en haut. Il n'y en a pas un qui a réagi. Pas un. Il y en a un, en fait, puis je vais le mentionner parce que ça va à peine, là, puis ça vaudrait la peine de l'encourager, là, c'est la tulipe. La tulipe, n'importe quand, il était prêt à nous aider. C'est le seul. Mais là, Luc, je te sens émotif, là. Continue sur une belle lancée. Il y a une question, question de fil. Exactement, que je vais faire apparaître. Alexandre Rousseau qui demande question. Pensez-vous que diriger les gens sur la récolte de femelles après une saison de 2 bucks par chasseur, c'est un peu se tirer dans le pied vu qu'il n'y a plus de bucks? Bien beau vouloir balancer le cheptel, mais il n'y a plus de bucks. Écoute, c'est un ensemble de plusieurs choses, Raph. C'est pas compliqué. Il faut commencer par protéger les jeunes mâles et récolter un nombre X de femelles prédéterminé pour équilibrer le ratio. Le jour où on va avoir un peu plus de mâles puis un équilibre entre les mâles et femelles, le nombre de veaux va se mettre à exploser, puis ça va prendre 2-3 années, puis le cheptel va recommencer à être bon. C'est pas long, là. On l'a vu dans la 6, ça a pris 3 ans. À la 3e année, les gens voyaient une grosse différence dans la qualité de chasse. Ça n'a pas été long, là. Ben, par exemple, Joss, à la 3e année, combien de bucks tu posais? La 3e année, ça a été la meilleure. J'en posais une quarantaine.
40 bucks cette année, il y a de la misère à en poser. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. J'en pose, mais ça a baissé de 5 fois qu'est-ce que j'ai eu la 3e année du RTLB, le meilleur. Là. Puis là, ils vont dire... Ça a droppé d'un an. Ouais, on va y aller à tour de rôle. Martin, tu as voulu parler. Après ça, Luc, après ça, Charles. Vas-y. Je me rappelle, je pense que l'année passée, l'année d'avant, je voyais des mâles là, qui avaient été récoltés dans zone 6, ça n'avait pas d'allure. C'était des beaux bucks. Ça a dû être le fun de chasser dans 6. Là. C'était la 6 ou la 7, je ne me souviens plus. C'était des bucks, là, des beaux 10 points, des 12 pins. Ça a dû être capoté, le chasser-là. Mais juste pour une année, de mettre une deuxième récolte, tu viens de tout saccager, tout ce travail-là qui a été fait. Je trouve ça abominable. Puis la preuve, Joss, il vient de le mentionner, là, dans la 6 Nord, il est passé au-dessus de 40 bucks à la 3e année, puis tout de suite, après juste un an du double abattage, une le douzaine. terrain est pratiquement scrap. Puis, moi, ce que je voulais renchérir là-dessus, ce qui est particulier, c'est quand on a commencé la classique, Joss et moi et Luc, on ne le savait pas, mais on chasse tous dans un rayon, on est à 6 km environ un de l'autre. Donc, on fait une ligne droite de 18 km. On a tous des terrains sensiblement dans la même superficie entre 400 et 600 acres. On a tous, à la 3e année, photographié une trolley de bucks, sensiblement les mêmes gabarits, les mêmes ranges. Puis après la première année du 2 bucks par chasseur, on a tous vu la quantité de bucks diminuer de moitié. Fait qu'ils ne viennent pas nous dire « Ah, il y a juste un certain pourcentage qui sont prévalus du 2e permis. » Nous autres, on l'est sur le terrain. L'année passée, sur mon 600 acres, on avait 68 caméras sur le terrain. On les suit, nos affaires, on les connaît, on ne parle pas au travers de notre chapeau. C'est catastrophique, la situation en ce moment. Tristesse. Bon, ben, je ne sais pas pourquoi qu'on va parler de stratégie de chasse, il y en a plus. Ceux qui restent, on va les tuer. La stratégie, c'est sacrer le camp d'ici. L'année prochaine, là, on vous dit, on va avoir une édition 2 à la Classique Whitetail. Il va y avoir un volet extérieur à tout ça. On va montrer aux gens c'est quoi faire un voyage à l'extérieur et comment c'est pas compliqué. Fait que pour ceux qui ont de l'argent à dépenser et qui sont tannés de la dépenser dans le vide ici, ben, vous suivrez la prochaine édition de la Classique. On va faire un voyage, on va vous montrer que c'est pas compliqué et que c'est souvent quasiment moins cher au bout de ligne que de faire une saison complète ici à mettre des efforts comme on fait. Parce que... Pour vrai, là, prends le prix de la location d'une terre. Pour vrai, quelqu'un là, qui n'a pas accès, qui paye sa terre, là, ça va coûter 1000, 1500, 2000. Je ne sais pas comment, dépendamment où est-ce qu'on est. Ça doit coûter 5 000 par gars minimum. Tu sais, quand tu commences à tout calculer ça, là, la location de la terre, ben, mettons un gars qui chante, la chasse en général, en tout cas. Terre, champ nourricier, pommes, maïs, carottes, ça chiffre. Mettons, Joss avec ses champs, ça coûte 1 000, ça va vite. Gaz aller-retour pour aller bêter, là. Peut-être pas 5 000, là. Je suis peut-être trop à 5 000. Mais, un 3 000. Peut-être pas 5 000, là, mais d'après moi, le 2-3 000 est vite pogné. 2-3 000, là, moi, je sais ce que je peux faire avec, là. Puis je vais prendre 7-8 jours, puis je vais avoir possiblement 25 bucks dans ma semaine de 2 ans, 3 ans. Puis après ça, je vais avoir du 4 ans et demi et plus. Je vais en avoir peut-être 5-6 dans ma semaine. On va avoir plus dans une semaine que pendant 2 années de chasse ici. Fait que rendu là. Ben, plus, Raph, tu sais comme moi à quoi je pense. Je peux en avoir plus en une veillée. Là. Je veux dire, une veillée de chasse, on a déjà passé 17 bucks aussi. Tu sais, c'est un autre monde, mais pour le même maudit prix que tu mets ici, tu t'en vas ailleurs puis tu tripes comme jamais tu as trippé. Tu sais, aller s'asseoir à chaque jour, puis à chaque jour avoir c'est peut-être aujourd'hui. Ou c'est même pas c'est peut-être aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais voir aujourd'hui? Quel buck que je vais voir? Parce que tu sais que tu vas en voir. Charles en fait des pipis nerveux. Il dit qu'à midi, il tombe sur le nerf à Barnane parce qu'il sait qu'à midi, souvent, il y a de l'action. Que... C'est toujours à midi. C'est entre 11 et 1 que ça se passe. Ouais. J'ai pas de misère à le croire pantoute. Tu peux pas dîner. Tu peux dire, prendre le temps, aller dîner au truck, me réchauffer. T'es qu'au côté de la traque, tu fais ça, là, mais solide. Là. Ouais. Exact. Chasseur d'expérience. Donc là, on voulait parler de Ruth. Ouais. J'espère qu'on ne vous a pas brisé en deux avec ce qu'on parle là. C'est juste qu'on va essayer de checker le monde un peu. Ouais. S'il y en a qui se posent des questions,
ben, vous n'êtes pas les seuls, on le vit nous autres aussi, puis on a des très bons territoires. C'est normal, mais il y a encore moyen de chasser et d'avoir du fun pareil, là, mais c'est plus ce que c'était. C'est juste ça qu'on veut dire, malheureusement. Donc, sur ça, Charles, qu'est-ce que tu dirais qu'on essaie de caler des chevreuils? Ben oui, on peut bien essayer ça. Ceux qui restent, il faut bien les tuer. Donc, on va partir ton vidéo, Charles. Ça te dérange pas. Pas tout. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Plutôt que de le faire en live, j'ai fait un montage vidéo pour vous aider à comprendre un peu ma philosophie. Parce que c'est bien ma philosophie. Je pense pas avoir la science infuse puis tout connaître. On va pas parler même de techniques d'appel. Moi, je vais vous en parler un petit peu des techniques d'appel, micro-techniques. Parce que moi, je considère que pour être un chasseur complet et pouvoir tirer notre épingle du jeu sous différentes pressions de chasse, dans différentes régions, différentes phases, il faut avoir plusieurs micro-techniques. Il faut connaître un petit peu différentes astuces de chasse pour réussir à déjouer régulièrement le gibier. Je vais commencer mon histoire de loin avant de vous parler de l'appel proprement dit, parce qu'il y a un appel qui est sous-estimé et qui n'est pas utilisé de la part des chasseurs, ou très peu du moins. On va vous parler des glandes interdigitales. Ça, c'est les glandes qu'il y a juste au-dessus du sabot, aux pattes du chevreuil. Puis c'est des glandes qui sont très importantes dans la survie des chevreuils. Ils communiquent énormément d'informations aux populations de chevreuils. Ces glandes-là sont extrêmement puissantes et dégagent des odeurs qui permettent aux chevreuils qui sentent les traces des autres chevreuils, dans le fond les traces de pas au sol, identifier le sexe de l'animal, son état d'esprit, cheminement par rapport aux prérutes et aux rutes, ainsi que la direction de son déplacement. Puis ça, c'est très important et intéressant pour nous les chasseurs. C'est ces mêmes glandes-là qui viennent qu'à communiquer énormément d'informations de stress autour d'un site à pâter à force de le surchasser parce que ça stresse les chevreuils, puis ça informe les congénères, ça informe les autres chevreuils dans un diamètre relativement impressionnant avec le temps qu'il y a éventuellement du danger sur place, il y a pression de chasse. Ceci étant dit, pour vous amener au vif de l'histoire, je vais vous donner un exemple. Une femelle en chaleur qui passe. Il y a une femelle en chaleur qui passe durant la nuit. On la voit pas, hein? Elle passe dans un pouce et demi de neige, puis elle s'en va dans une direction, elle fait le tour de la montagne. Puis, juste pour votre information, un mâle en rut peut suivre les traces de pas d'une femelle en chaleur juste par les odeurs qu'elle a déposées au sol involontairement, parce que c'est des dépôts d'odeurs involontaires, sur des kilomètres et des kilomètres, jusqu'à 24 heures après le passage de la biche. Donc, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de ces glandes-là. Les chevreuils le savent et les mâles sont à l'affût de tout le temps trouver justement ces odeurs-là au sol. La femelle n'a pas besoin d'uriner pour qu'un mâle sache qu'elle est en chaleur. Il y a juste à savoir par son odeur corporelle, ce qui s'échappe d'ailleurs par ses glandes, est-ce qu'elle est en chaleur et il va décider ou non de la suivre. La femelle en chaleur est passée. Puis, rendu à 11h05 le matin, suit le mâle que vous voyez dans la séquence vidéo. Beau gros mâle mature, 24 novembre, fin de période de rut. Ce mâle-là, on l'a jamais photographié cette année-là. C'est un mâle inconnu de notre inventaire de caméras sur la montagne à laquelle je chasse. Pourtant, il suit bel et bien les traces de la biche parce qu'après avoir vu passer le mâle, on est allé valider, je dis on, moi, puis le chasseur avec lequel je filmais la séquence, on est allé valider, puis il y avait une petite trace, une biche qui avait passé quelques heures avant. Vous allez voir, je vous amène loin, mais vous allez voir que c'est intéressant à tabarouette pour en revenir à l'appel. Donc, ces fameuses glandes-là, tous les chevreuils en ont, déposent des odeurs involontaires au sol, mais ce sont des odeurs de communication très importantes à leur survie, des odeurs qui les informent. Parce qu'on parle beaucoup, on a parlé beaucoup dans les dernières années, différents experts, différents pros, figures publiques de la chasse, des faux grattages, les glandes frontales. On en a parlé énormément, mais pas beaucoup des glandes interdigitales. J'en parle en long et à large d'ailleurs dans mon livre, mon nouveau livre « Chasseur de chevreuils ». Vous allez voir, ça sent bien, que ça va commencer à être intéressant. Il y a un appel qui n'est pas beaucoup utilisé, voire pas utilisé du tout. La plupart des chasseurs que je connais utilisent beaucoup les grunts, les grognements de mâles. Moi, personnellement, au Québec, dans les dynamiques de population qu'on a, j'ai pas eu beaucoup de succès avec les grunts. Je dis pas que ça marche pas. Moi, en 30 ans de chasse, de multiples expériences, pas eu vraiment de résultats. Donc, je ne les utilise pas beaucoup au Québec. Cependant, j'utilise énormément les bleeds, les appels de femelles durant la période de rut.
j'ai même réussi à 2 occasions à récolter des chevreuils avec ma propre voix de cette façon-là. Je me sers particulièrement plus d'un appôt lorsque je suis sur un stand pour imiter les bleats de femelles. Mais là, on arrive dans le vif du sujet. Les appels de fans en détresse. Les appels de fans en détresse ne sont pas ou presque pas utilisés. Pourtant, ce sont des appels très efficaces parce que c'est un appel qui est à fort volume. Le volume sonore est très puissant. C'est un fan en détresse, le mot le dit. Qu'est-ce qui amène un fan à tomber en soi-disant détresse? Ce qui arrive, c'est que durant la période de rut, la femelle, lorsqu'elle tombe en chaleur ou juste sur le point, elle devient chaotique dans ses mouvements et se fait poursuivre par un ou des mâles. Elle devient pas suivable pour le fan. Le fan, lui, à un moment donné, il vient souffler. Sa mère court dans toutes les directions parce que même lorsqu'elle est en chaleur, cette femelle-là, elle se laisse pas approcher continuellement par le mâle. Elle se pousse continuellement et à un moment donné, quand elle ne s'endure plus exactement comme une chatte en chaleur, va se laisser grimper. Et là, ça va durer quelques secondes et hop, la partie est repartie, ça recommence à courir. Puis le fan, lui, le moment il vient fou. Fait que ce qui arrive, c'est que le fan, lui, là, il reste sur place. Il reste dans le cœur du domaine vital où il a été élevé, où il est habitué que sa mère l'a entraîné. Mais ce fan-là s'ennuie. Lui, il est inquiet. Et puis, un certain pourcentage, là, c'est dur à quantifier, de fans vont pleurer. Ils vont émettre des appels, ils cherchent leur mère quand ça fait quelques heures. Ça va durer peut-être 24-48 heures, tout dépendant du nombre de temps que sa mère va être absente. Parce que sa mère peut se pousser relativement loin. À un moment donné, elle se fait harceler tellement fort, loin, elle s'en va loin, puis elle prend des ouvertures souvent pour semer le ou les mâles qui la poursuivent, puis là, elle capote. Mais lui, le fan, il capote aussi. Puis là, le fan, lui, il appelle à sa mère, il demande « Viens me rejoindre, maman ». La plupart des chasseurs à qui j'en parle en formation sur le terrain, ils se disent « Ouais, mais pourquoi un fan de détresse, ça va attirer un mâle en rut ou un gros mâle? » Si vous remontez dans ce que j'ai expliqué quelques minutes avant, vous allez avoir la réponse. C'est qu'en réalité, un mâle chevreuil, pour qu'il vienne sur l'appel de chevreuil, il faut qu'il l'entende. Deuxièmement, après ça, il va chercher le ou les chevreuils, mais pour ce faire, il va vouloir s'approcher de la source. C'est quoi son intérêt de vouloir venir voir un fan en détresse? Beaucoup de personnes pensent « Ah, c'est l'instinct maternel ». Non, c'est pas l'instinct maternel. C'est parce que la biche qui a quitté les lieux, la biche qui se sauve des mâles, elle, les heures précédentes à ce qu'elle se fasse poursuivre, son odeur corporelle, sa chimie qui s'échappe par ses glandes interdigitales à chacune de ses traces au sol, s'est déposée dans l'environnement, son odeur, la direction de son déplacement. Qu'est-ce qu'un mâle en rut a à faire avec ça? La suivre. Donc, un mâle en rut qui vous entend émettre des appels de fan en détresse à, je sais pas, moi, je vais vous donner un exemple, 700-800 pieds, peut être intéressé de venir valider sur place s'il n'y a pas encore dans l'habitat des odeurs de la biche en chaleur qui se serait sauvée dans une ou dans telle direction. Les appels de fan en détresse sous-utilisés, mais qui peut rapporter. Puis là, le vrai gros avantage, c'est au niveau de la portée. Beaucoup plus puissant au niveau de la portée que les appels, les grognements de mâles, les grunts. Pensez à ça. Essayez ça cet automne. Essayez les appels de fan en détresse. J'appelle et recommande d'appeler aux 10 à 15 minutes, 2 à 3 appels, tout au long de la journée, parce que vos chevreuils se déplacent continuellement et un chevreuil qui ne vous entend pas peut vous entendre dans quelques minutes à l'approche de votre site de chasse. Pensez à ça, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Il est mort? Si, on ne dira pas cowboy ça. C'est bon, Charles. Écoute, je suis surpris. Je me demandais vraiment quel call tu allais sortir, puis tu as sorti celui auquel je m'attendais le moins. Good, je suis content. Oui, c'est bon. C'est un constat qui est, tu sais, quand tu y penses, c'est rempli de logique. Là. Question de logique. C'est tout le temps ça, la nature. Hein? Est-ce que tu y vas avec ça directement début novembre ou y a-t-il un temps dans novembre que à partir du moment là, qu'il commence à avoir des biches en chaleur, j'y crois au bout. Là. OK. J'alterne entre ça et les bleeds. Pardon? Ça serait testé parce que tu vois, moi, je suis un de ceux qui n'appellent pas de call, là, ou en tout cas,
un grunt dans le fond du sac au cas où il n'y a rien qui marche puis qu'il est trop loin. Puis moi, je suis plus un gars de Snortways, en fait, là, en premier, là, quand j'ai un visuel. Je ne suis pas du genre à caler à l'aveugle, mais écoute, ça serait à tester. J'ai jamais. Puis le pire, c'est parce que j'en ai déjà entendu au mois de novembre. C'est pas nécessairement rare que tu entends justement un fan ou un veau calé. J'ai exactement comme tu l'as fait. Un mâle en rut est à l'affût de tout indice pouvant lui indiquer la présence ou la direction d'une biche en chaleur. Puis les odeurs, c'est des machines à odeurs. Hein. Vous savez, le chevreuil, il n'y a rien de plus important pour lui que les odeurs. Puis les odeurs sont au sol. Fait que ne pas négliger cet appel-là. Tu fais plus le fan mâle ou le fan femelle? Ben, je fais le fan quand je m'en allais dire une niaiserie que je vais m'abstenir. Non, je fais le fan en détresse. Non, c'est correct. Je m'en allais dire de quoi, le propos. C'est plus une taquinerie. Ah, c'est bon, écoute, on va peut-être bien tester ça cet automne. T'as piqué ma curiosité. Le fanfaron. Le fanfaron. C'est bon, écoute, je vais enchaîner de bord avec un petit vidéo de ma part, si ça ne vous dérange pas, la gang. J'ai préparé ça, en fait, au côté technique, c'était plus pour vous préparer aux routes. Là, on vient de passer au travers de la première saison, le début de saison, parce que les chevreuils sont sur les bocs sont sur un style de bouffe vers bedding, bouffe, tout ça. Là, c'est le rut. Il faut penser en dehors de la boîte un peu. Puis la vidéo que je vais vous montrer là, dans le fond, vient confirmer que quand vous trouvez des frottages là, au niveau des arbres, vérifiez toujours dans quel sens ils sont. Est-ce qu'ils sont dans le sens bouffe bedding ou bien ils sont complètement inverses de ce mouvement-là? Si c'est le cas, c'est des frottages qui ont été effectués en novembre. S'ils sont perpendiculaires au sens inverse des mouvements bouffe bedding. Donc ça vous donne une idée que, OK, parfait, ça c'est un corridor de déplacement, probablement une trail parallèle ou perpendiculaire qui passe là. Donc, on va vous montrer un peu le comportement que les bocs ont. Donc là, ici, vous voyez, dans le fond, c'est des femelles qui s'en retournent vers le bedding. Donc, les trails parallèles, il y en a autant au niveau du bedding qu'au niveau de la bouffe, là, tout dépendamment. Donc, vous allez voir le mouvement des femelles qui se dirigent tranquillement, mais sûrement vers le bedding, un bel environnement bedding. Point jaune. J'ai chassé là probablement 5 jours l'année passée. Juste des femelles, pas de boc, Raph? Non, tu vas voir, Luc. Ça, c'est des femelles. Je voulais montrer, dans le fond, le sens du mouvement. Ça, c'est le sens normal. Bouffe, bedding. Bedding, bouffe, ou peu importe le sens. C'est le matin, quand ils s'en retournaient se bedder. Après ça, vous allez voir. Raph, on était début novembre? Le 7 novembre ou le 8 novembre, quelque chose comme ça. Donc là, vous allez voir dans quel sens que les bocs. Charles parlait des. Ça a un lien en même temps, les glandes interdigitales. Là. Les bocs n'ont pas besoin nécessairement de sentir, d'avoir la femelle proche puis de la sentir. Ils traversent les traces de toutes les femelles. Donc, eux, leur but, là, c'est de traverser le plus de trails de femelles qui se retrouvent être dans le sens bouffe, bedding. Mais eux, pour couvrir le plus possible, ils vont dans le sens inverse. Ils ne rentrent pas dans chacune des trails, ils traversent chacune des trails. Donc là, vous voyez, dans le fond, le boc s'en va en sentant partout. Fait que ça en est un, c'est un jeune. Lui, il s'en allait en mangeant aussi un peu, là, mais je le voyais s'en aller en se promenant puis en sentant. Tout, dans le fond, il traversait toutes les trails de femelles. Vous allez en voir un plus gros après. J'ai dû voir. Il y avait une trail parallèle de chaque côté de moi, finalement. Une dans l'ouverture, puis une à l'arrière, dans le fond. Je pouvais voir des fois 3-4 bocs. C'était trop sale à l'arrière de moi. Je ne pouvais pas tirer ni filmer, là, mais 3-4 bocs à la queue leu se suivre puis s'en aller perpendiculairement à toutes les trails de femelles. Donc, il faut penser en dehors de la boîte, là, vos trails que vous suivez, que vous avez peut-être vus, puis que c'est un mouvement bouffe bedding, là, mais là, il faut penser autrement. Là. On va avancer légèrement. Puis surtout, les heures que ça va être utilisé, ça va être différent aussi. C'est le genre de trail qu'en mi-journée, tu peux avoir de l'action. Là. Ah oui, c'est pas comme au mois d'octobre que les box sont rentrés, il est 4h30 le matin, ils sont déjà rentrés. Non. Là, ils cherchent. Là. Mettons qu'ils vont se bedder, là, ils vont se relever en plein milieu de la journée, puis c'est ce qu'ils vont faire. Vous allez voir plus loin, il y a d'autres séquences. Fait que ça, c'est le même principe. Regardez ce qu'il fait. Je trouvais que c'était un beau comportement. Il frotte à sens inverse de ce qu'il ferait en temps normal. Là, lui, ce boc-là s'est emmené du fond en s'en venant vers moi.
Puis ils frottent tout le long. Donc là, c'est les frottages de trail parallèles ou perpendiculaires, ça dépend comment vous les appelez. Là. C'est ça. Donc, c'est à sens inverse de ce que vous voyez en début octobre, si on veut. En gros, là, si on veut comme le répertorier, là, vous avez des trails de femelles ou le trail de bouffe qui est est-ouest. Fait qu'ils bêdent à l'ouest, s'en vont manger à l'est. Les trails perpendiculaires, nous, on dit trail parallèle parce que c'est souvent trail parallèle aux transitions qu'on chasse. Là. Mais une trail perpendiculaire va être. Regarde, le bas qui fait ça. Le bas s'en va nord-sud là, présentement, ou sud-nord. Inverse des femelles. Exactement. Fait que les femelles s'en vont est-ouest, puis les bas, au mois de novembre, ils s'en viennent tous nord-sud. Ou vice-versa, c'est dépendant comment c'est placé, mais ils viennent tous couper les trails comme ça. Le même buck, le soir, le matin, il est parti dans une direction totalement opposée. Il couvre du terrain. Là. Donc, ça va être avantage de chasser les endroits où est-ce que ces bucks-là vont avoir tendance à passer. Puis, il n'y a pas d'heure. Je vous le dis, à partir du 6 la chasse rouvre le 6 cette année. Là. Ben, on s'installe dans ce genre d'endroit-là de trail parallèle. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est ça arrive des fois qu'ils vont apparaître dans des endroits ouverts comme ça. En passant, c'est le seul buck mature que j'ai vu dans le champ que j'ai fait là, depuis je ne sais pas combien de temps. Ben, mature, c'est un 3 ans et demi. Ce chevreuil-là, il a fait la tournée. Regardez ce qu'il fait, les glandes interdigitales de Charles, là, il sent au sol là, partout ce que les femelles ont passé. Donc, il fait sa tournée, après ça, il repart. Il fait quoi? Mais il s'en retourne chercher une femelle qui est sur le bord de l'être. Donc, les entonnoirs sont un très bon endroit à chasser. Là où ce buck-là, s'il n'a pas le choix d'aller chercher des femelles, ben, il va passer à un endroit précis ou encore là, les trails parallèles. L'avancer légèrement. C'est pour faire un lien avec ce qu'on disait là, au début de l'année, là, en été, quand on installait des stands d'avance souvent, là, c'était pour ces trails-là. J'ai des stands installés que je n'ai pas chassés encore, qui sont tous sur des trails perpendiculaires aux trails de femelles ou au mouvement que j'avais, mettons, en octobre. Justement parce que je ne veux pas avoir ça à faire. Fait que j'ai des stands préinstallés que je sais que c'est du mouvement de novembre. Je rentre là et je n'ai pas besoin de bouger. Je m'installe, je passe la journée. On va l'avancer. J'aurais dû couper ça, c'est donc. OK. Fait que là, ça, c'est un autre endroit. Ça, c'est une source de nourriture. Un champ de trèfle spreadé. Il n'est plus très beau le trèfle, là, mais c'est un trèfle. Regardez les femelles dans le sens qu'ils voyagent. On les voit arriver du fond, puis ils s'en viennent vers la source de nourriture. Après ça, vous allez voir la façon que les bucks vont faire, dans le fond, pour sentir toutes les trails ou les femelles qui sont allées dans ce champ-là. Ils roulent en moyenne à peu près 80, jusqu'à aller 50-80 mètres en dedans du bois, si vous voulez. Là. Ça, c'est COVID l'année passée. 2 ans et demi. Il s'en vient. Lui, il était comme à l'arrière de moi. Là. Donc, c'est une trail parallèle. En autant qu'il croise les femelles, il en arrive de chaque côté. Là. Fait que lui, il s'en allait tranquillement. Il a pogné mon vent, puis il a continué pareil. Il a breaké, puis il a continué. Ils sont vulnérables, là. Ils font des erreurs. Là. C'est même genre de comportement. Un autre buck, même place, mais lui, il faisait vraiment. Là, les femelles sont arrivées du fond, puis lui, il s'en allait le nez à terre en sentant les fameuses glandes interdigitales des femelles. T'sais, on ne le voit pas, là, mais je suis pas mal certain qu'il y a des femelles dans le champ présentement, qu'il y a des femelles dans l'ouverture. Ben, je me souviens plus de la voix, probablement. Là. Je fais juste dire qu'il n'y a pas besoin de sortir à découvert pour valider ça. Il traverse les trails, y a-tu quoi qui vaut à peine? Oui, non, next. Si oui, c'est beau, j'y vais. Non, next. Je continue plus loin. C'est ça. Donc, je voulais juste vous montrer un peu le comportement des mâles en période de rut. Donc, il ne faut pas nécessairement chasser. Oups, Luc, tu l'as dit de quoi? Vas-y. Oui, mais souvent, là, sur le bord des champs, là, j'ai souvent vu ça. Là. 150-200 verges à l'intérieur du bois, ils appellent ça un staging area. Tu as souvent des zones de plusieurs scrapes, puis les mâles perdent le temps en croisant les trails de femelles. Là. Ils vont perdre le temps là pendant que les femelles sont dans le champ. C'est les belles zones pour chasser les bucks, c'est à l'intérieur du bois. Là. C'est exactement ça. Oui. Ouais. J'ai une place que je fais ça comme chasse. Puis l'année passée, mon buck, c'est le même que je l'ai tiré. Ouais. J'étais dans le bois. Puis au loin, je voyais la bordure du champ. C'était tout frotté. Puis il était dans mes grattages à moi.
Puis c'est beaucoup plus facile de rentrer et de sortir quand tu chasses sur une passe comme ça ou sur des scrapes que quand tu es sur une source de nourriture. Fait que, ils ont passé, c'est terminé, il n'y a pas de chevreuil, tu peux sortir sans faire de bruit puis tu n'alertes personne. Ça te permet de chasser, dans le fond, le même spot plusieurs journées d'affilée sans le brûler. Parce que tu ne bosses pas de chevreuil puis tu ne bosses pas de. Donc, oui, puis tu peux chasser aussi. Tu sais, les champs, on va chasser le matin ou le soir. Mais quand tu es dans la forêt, ben, tu as plus de chances de récolter à 10 h, à midi, tu es dans la forêt. L'action se continue dans le bois. Là. Exactement. Fait que tu peux chasser toute la journée. Là. Et tu sais, Charles, il parlait de Carl tantôt, là, le veau en détresse et tout, là, mais moi, là, j'ai eu la chance. J'ai chassé pendant plusieurs années ma terre dans la zone 6 avant le RTLB. Il n'y en avait pas de boc. Puis j'avais beau grunter, faire du rattling, il n'y a rien qui marchait. Puis j'allais dans la zone 8S où mes populations étaient beaucoup plus élevées. Puis dans la dernière demi-heure, là, tu ne fais pas ça au milieu de journée, là, mais dans la dernière demi-heure ou dans la première demi-heure du matin, là, souvent le grunt, là, c'est hyper efficace. Hyper efficace. Puis quand tu peux avoir quelqu'un au sol, nous autres, je faisais ça maintenant avec mon frère aussi. Là. Il y en avait un au sol qui faisait semblant de marcher dans les feuilles, puis l'autre gruntait, puis on couvrait la swamp. Puis les bocs, ils venaient tous sortir sur le bord, puis souvent, quand il y en avait un beau, c'est là qu'on le pétait. Là. C'est vrai que c'est une des faiblesses du call, si ça en est une, c'est que souvent, ils viennent constater que la vue ou l'ouïe. Puis il leur manque, ça leur prend comme 2 pour rentrer. Tu sais, l'ouïe, puis la vue, ou l'odorat, puis l'ouïe, tu sais, un mix de tout ça. Fait que le plan est bon. J'ai déjà fait venir un buck de 2 ans et demi là, à 6 mètres de moins. Moi, je suis au sol, puis je fais semblant de marcher. Mon frère il est dans un arbre, puis il grogne. Puis il est venu, là, écoute, il faisait sombre, c'était la dernière demi-heure. Là. Puis il n'a jamais su c'était quoi qui était au sol. Puis je marchais, j'avais le bon vent à moi. Là. Si ça arrêtait un buck de 4,5, il était fait. C'était fini. Ouais, mais Luc, peut-être le buck de 4,5 n'aurait pas fait ça. Je sais. On sait pas. Non, moi, je fais rien. J'ai des beaux bucks de 4,5 plus, puis grandes, on en a au moins 3. Au moins 3, là, mais ça prend des densités de mâle élevées. Oui, là. exactement. Parce que oui, je suis d'accord avec toi, Luc, parce qu'il y a des zones que tu vas faire ça, tu perds totalement ton temps. Tu perds ton temps. J'ai déjà vu ça, 3 bucks courir après la femelle puis grunter. Là. Écoute, c'est des affaires que le monde ne voit pas, mais. Non, même le snort tweeze. Même le snort tweeze. Ouais, moi, j'ai déjà entendu, mais c'est pas tout le monde qui entend ça, là. Non, mais quand tu en laisses passer et que tu améliores ton ratio, c'est clair que c'est le genre de spectacle, c'est le genre de show que tu as qui fait que ça te donne le goût de continuer. Là. Exactement. OK, bien, on a des questions un peu qui rentrent. On pourrait peut-être enchaîner avec ça. À moins qu'il y en avait dans la gang qui voulait rajouter quelque chose. Charles, c'est une question qui est adressée à toi. Oui, je l'ai essayé pendant 2 saisons complètes au Québec et en Alberta. Aucun résultat perceptible. C'est un peu comme les grandes de mâle. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de percevoir de quoi d'intérêt avec ça. Là. Moi, je l'ai essayé à quelques reprises, mais il faut vraiment, vraiment être dans la période très, très, très chaude, là, à partir du 15, 16, 17, 18 de novembre. Là. J'ai vu des femelles être très, très, très excitées juste d'entendre un breeding bellow au-delà d'un mâle. Les femelles, les veaux qui viennent licher les blancs tarsiennes, puis ils viennent toutes les queues excitées. Là. Mais il faut vraiment que tu sois dans le mille parce que sinon, ça ne répond pas à ça beaucoup. Là. OK. S'il y en a qui ont des questions, on vous dirait qu'on va vous donner un petit 2 minutes. C'est ça. 5 minutes de questions peut-être. 5 minutes de questions. Ça, on a des gars qui partent de bonne heure, qui vont en chasse. Ouais, avant de prendre la première question, je veux juste dire aux gens, ceux qui l'ont entendu, le post pour le concours pour les 2 cibles des T400 de zone T3 est en ligne sur la page de la Classique Whitetail. Donc, c'est le temps d'aller vous inscrire. Vous allez sur Facebook, page de la Classique Whitetail. Vous allez trouver le post, vous allez voir les conditions. Inscrivez-vous au tirage la semaine prochaine pour 2 cibles T400 de zone T3. Bon, question. Moi, je veux faire. Il y a une question qui vient de rentrer. Puis, effectivement, Jean, decoy, les boys, c'est le visuel qui manque. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jean. Où est-ce qu'on était en Illinois, les gars l'utilisent beaucoup.
Puis ça marche bien. Personnellement, moi, le Snortweeze, c'est le call que j'utilise le plus quand j'ai un visuel sur les bucks. Puis si ça avait été de ça, si j'avais eu un decoy, entre autres, un matin, j'aurais récolté mon buck G1 Curvé 1 an plus tôt. Je l'ai vu passer au 30-35 mètres, mais trop sale. Snortweeze, il s'est envenu, il a viré 90. Mais là, c'était où est-ce que j'étais? C'était un peu à découvert. J'étais à 2-3 transitions. Puis il a breaké juste avant que j'ai une ligne de tir à peut-être 27 mètres qu'il a breaké. Tu sais, il savait là, où est-ce que le call venait, mais il n'y avait pas le visuel du buck. Moi, je suis convaincu, puis je ne le saurai jamais, mais je suis convaincu que si j'avais un decoy ce matin-là, je veux dire, le buck m'a répondu avec un Snortweeze comme moi, il a scrapé, on se répondait, là, Snortweeze à Snortweeze. Il s'est envenu à 27 mètres avant que j'aie une shot, il a breaké parce que là, il n'y avait pas de raison qu'il ne voit pas le buck qui faisait ça à ce moment-là. Fait que oui, je mets à ça. Moi, je pense que j'avais un decoy ce matin-là. Je tirais G1 un an plus tôt. Il y en a-tu qui l'ont déjà utilisé dans la gang? Ou? Moi, j'ai déjà utilisé le decoy. Hein. OK. Bon résultat? Écoute, c'est bon résultat. C'est fantastique pour attirer l'attention, pour te faire oublier dans l'arbre. Moi, c'est plus pour ça. Tu sais, je mets le decoy de ce côté-là, je suis ici, le bas qui rentre ou peu importe le chevreuil. Ce qu'il voit, c'est le visuel, c'est le chevreuil tout de suite, et qu'il est intrigué à ce qu'il voit. Il faut que ça soit dans un champ ou quelque chose dans le même. Oui, c'est ça. Sinon, sinon il ne voit pas. Puis il y a une place qui a beaucoup de compétition entre bucks, fait que... Mario qui nous demande comment on gère nos caméras durant le mois de novembre. À quelle fréquence allez-vous les vérifier? Moi, j'ai vérifié souvent. Moi, après chaque passe, chaque cam que je croise, j'ai check. Est-ce que tu vas faire un détour pour aller chercher tes cams, par exemple? Non, je fais pas de détour. Okay. Ceux qui sont sur mon chemin, je les check à chaque passe. Soir, matin, je pogne la SD, je check ça. Parce que quand c'est chaud, c'est le temps de le chasser là. Ça sera pas 2-3 jours après. Fait que... Moi, les boys, je vais vous le dire, j'ai ma flashlight, puis quand je m'en vais le soir, je m'en vais faire ma run de caméra. J'arrête partout ce que je peux arrêter. Je m'en vais tout de suite checker mes Kodak. Puis souvent, ça va me dire où est-ce que je vais aller chasser le lendemain matin. Ça, c'est important de checker ses caméras en période de route. Puis si on a des caméras cellulaires, c'est encore mieux. Écoute, ça rentre direct dans le ciel, surtout à l'appât. Moi, personnellement, nous autres, les caméras, on ne marche jamais dans le bois, nous autres. Le mois de novembre, là, des pas d'humains dans le bois, on ne marche jamais dans le bois. Toutes nos caméras, c'est fait en 4 roues. C'est disponible en 4 roues. On ne laisse jamais une odeur. Puis quand on se rend à nos stands, on ne se rend jamais à pied à nos stands. Jamais. Ouais, ça, ceux que je croise, là, c'est quand je m'en vais en 4 roues sur le chemin, là, qui sont tous sur des trails qui rentrent dans les bûchers, puis dans les transitions, puis dans les casses. C'est important de le mentionner parce que ça fait toute la différence. Ça. Mais tu vois, tu vois qu'il y a différentes lignes de pensée, différentes stratégies. C'est ça qui est cool avec la classique. Moi, je suis un peu comme toi, Luc. Puis, tu sais, j'imagine que chaque caméra, comment qu'on les gère, va dépendre sur quoi qui est installé. Tu sais, caméra sur une bait, ben, s'il faut que j'aille baiter la caméra, c'est sûr que je vais la regarder. Là. On s'entend. Mais si j'ai pas à y aller, moi, la majorité de mes cams, c'est tout en 4 aussi. Là, je suis tout capable de les ramasser où est-ce qu'ils sont. Ils sont pas dans le milieu. Où est-ce que les chevreuils bêtes? J'ai pas de caméra là. À la limite, si je les prends pas à l'extérieur, c'est parce que je sais qu'ils sont pognés dans le milieu et les box sont là. Fait que moi, j'y regarde souvent, mais c'est parce que je les croise souvent. Bon, parce qu'ils sont sur le bord des cheveux. Mais j'ai des caméras genre plan E. Si vraiment je pose à rien, je rentre dans le salle. Ça, c'est chez voisin, ça? C'est les cams chez voisin, ça? Non. Mais j'ai des cams que ça fait comme 3 mois qu'ils sont installés puis j'ai jamais été voir. Ça, c'est si mon spot est vraiment mort, là, je prends une journée complète puis je vais tout voir ces cams-là. Puis là, je change de stratégie du nord au sud. Écoute, je suis d'accord là-dessus. Peut-être pour renchérir sur Joss, quand ça arrive des occasions de même où que tu veux aller voir. Moi, ce que je profite, c'est que souvent, comme il annonce un 30 mm de pluie samedi, là, ben, juste avant ou pendant cette pluie-là, là, je vais faire mes mouvements. Je vais aller faire ma tournée de Kodak.
la pluie va enlever une grosse quantité de mes Ah, odeurs. ben attends, Luc, vu que tu en parles, il y a une question qui est rentrée par rapport à ça, puis on va peut-être en parler. À quel point la pluie élimine nos odeurs de pas? Écoute, c'est surprenant dans le sens qu'ils vont nous sentir, mais ça va atténuer énormément comme si c'était plus des vieilles odeurs. Normalement, une grosse pluie de 25-30 mm, là, le lendemain, le chevreuil, il détecte plus ou moins les odeurs. Il Je reste ne plus dis pas grand-chose. qu'il ne détecte pas, là, mais c'est beaucoup moins. Si prenez juste l'exemple d'un chien de sang, là, après un 30 mm de pluie, ça commence à être tough faire la tournée et de trouver un chevreuil blessé. Là. Fait que, mais une petite pluie, ça ne changera pas grand-chose. Mais quand il y a vraiment une grosse pluie de 25, 30, 40 mm, ça, j'en profite pour faire des marches à ce moment-là. Sinon, je ne mets pas les pieds dans le bois. Là. Prochaine question. Oui. Si tu lèves ton bac en rentrant sur ton mirador, as-tu brûlé ton spot ou t'as encore des chances? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que tu le brûles pas. Là. Moi, non. Moi, je vois que tu ne brûles pas. Ça dépend à quelle heure tu rentres. Ça dépend comment tu es rentré aussi. Ça a déjà arrivé sur une bête de lever un bac. Je l'ai dit justement dans mon film avec TFCP. Ma chasse n'allait pas. Je rentre tout le temps à 1 heure et demie, peut-être des fois 2 heures avant que le jour lève pour être déjà assis pour que je chasse à la pas. Puis quand je me retourne, il fait noir. Normalement, quand il fait, mettons, brun, le chevreuil, c'est pas comme qu'il voit comme dans le jour ou ben non, au clair de lune. Il va même des fois te laisser passer, puis tu ne sais même pas qu'il t'a laissé passer. Là. Après ça, il va passer. Souvent, ils vont faire 3 ou 4 sauts, ils vont arrêter, puis un coup que tu as passé, il passe. Si tu commences à aller à tous les jours, boum, 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 là, tu cours pas le trouble. Si tu t'en vas juste comme ça, non. Non, moi, je suis. Puis je pense qu'il faut considérer le temps de l'année aussi. Là. Quand tu es dans le food pattern, où le chevreuil est régulier comme une horloge, puis là, ça fait 2 fois que tu le lèves. Moi, je ne miserais plus mes yeux dans ce panier-là, mettons. Mais en période de rut, quand tu rentres sur une trail, que le buck t'es busté ou pas, s'il y a une femelle qui sent bon une demi-heure après, il va repasser direct en dessous de ton stand. Direct ça. En novembre, là, le nombre de fois qu'on enlève, là, puis sont revoués le soir souvent. Là, fait que, C'est exactement. Je pense que le temps. Vas-y, Martin. Tu sais, avec Luc, ce qu'il disait, je m'en viens à ça. Il vérifie ses caméras en 4 roues. C'est correct, c'est super bon, il n'a pas d'odeur. Moi, par contre, je ne perds pas mon temps à aller en 4 roues, je vais y aller à pied parce que justement, on est en période de rut en novembre. Donc, il va faire des erreurs. Il ne perdra pas son temps. S'il pogne une femelle en chaleur, il va suivre. Puis là, moi, je vais faire mes faux grattés. C'est ça qui est bon avec ce que tu as dit, David. On a plusieurs stratégies. Quelle est la meilleure? Ça peut être Luc, ça peut être moi. Ils ont tous payé. Je pense qu'ils ont tous payé. Exactement, tu comprends? Fait que, on a toutes des méthodes, on a des superstitions. C'est ça qui fait que c'est le fun. Fait que, un peu ça. Exact. Ça répond un peu. Attendez un peu, on était rendu où? Mais à quel point la pluie. Dominique Joly, une bonne. Moi, je peux répondre à ça parce que c'était une de mes difficultés. Mes entrées-sorties, j'ai un spot dur, c'est forestier. On a jasé, moi puis Luc, puis le best qu'il m'a proposé, c'était d'aller me faire dropper en 4 roues par mon frère ou ma mère, puis que le 4 roues revienne, puis il me laisse à l'arbre. Puis c'est sûr, on en a parlé l'année passée, puis c'est sûr que j'essaye ça en novembre. OK. Nous autres, on a eu beaucoup de succès là-dessus. Puis, écoute, le chevreuil, là, il faut qu'il voit venir le danger, il faut qu'il le voit repartir. Okay. Le jour où il voit rentrer le danger, mais qu'il ne voit pas ressortir, oubliez ça, c'est terminé, c'est scrap. Et pour quelqu'un qui chasse tout seul? Quelqu'un qui chasse tout seul, c'est difficile. Il chasse dans le rut quand il fait des erreurs. Mais à l'arc, je vous le dis, dans un foot pattern, vous faites ça, c'est là que vous scrapez vos bêtes. C'est automatique. Non, je l'ai scrapé en Ontario l'année passée, je peux te le dire. Luc. Écoute, le foot pattern, c'est un peu ça. Puis c'est ça qui est difficile. Mais quand tu arrives dans le rut, c'est un autre mode. Mais quand tu es dans le foot pattern, puis que tu laisses des odeurs, puis que le chevreuil est nerveux, puis qu'il n'y a pas d'idée de rut dans la tête, il n'y a pas de pardon. Il peut carrément changer de secteur parce que là, il y a des odeurs d'humains qui n'est pas à l'aise là-dedans. Mais tu sais, vas-y, surtout au mois d'octobre, les box sont hyper sensibles à la pression humaine. Vas-y, Tommy, c'était juste ça que je voulais rajouter. Mais tu sais, il y a des façons
pouvoir chasser quand même une trail de 4 roues ou un coin de champ, moi, je pense tu t'empêches pas de chasser le food pattern quand tu n'as pas d'accès en 4 roues. Tu sais, le gars qui chasse tout seul va pas se dire ben, par peur de brûler mon chevreuil, je le chasserai pas, tu n'as pas plus de chances de le récolter. Fait que, tu sais, pour chasser un appât, je pense, ben, tu sais, Luc t'en parle aussi de temps en temps, aller virer à l'arbre en 4 roues, déposer le stock dans le tree-stand, monter l'arc, l'arbalète, peu importe. On revient reporter le 4 roues à un point où ce qu'on le parque, mettons, un 300 mètres plus loin, puis on rentre à la course. Normalement, on a échaudé le chevreuil de la place pour une quinzaine de minutes, puis ça laisse le temps de piquer une course qui normalement pardonne. Là. Moi, je l'ai fait une couple de fois cette année, puis j'ai eu du succès. Là. J'ai vu du 7-8 chevreuils en masse en faisant ça. Après ça, la sortie le soir, il faut vraiment s'assurer que, bon, dans les 5 dernières minutes, j'entends pas de chevreuil, j'en vois pas, ou bien je descends tout de suite, ou bien je suis prêt à attendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures dans le stand, quitte à ce qu'il n'y ait vraiment plus de bruit. Parce que, tu sais, tu peux pas t'empêcher de chasser un secteur qui marche parce que, pour la seule raison que tu n'as pas accès à un lift en 4 roues. Moi, si je peux prendre la parole, puis après, je vais embarquer sur Yannick, là, sur la question Yannick. Moi, tu vois, au contraire, cette année, j'ai eu l'expérience que ça m'en prend en tabarnage pour brûler un spot. C'était peut-être particulier comme situation, mais le bas qu'il doit récolter a été échaudé comme peu de bas que j'ai vu en début de saison. Puis, on l'a récolté dans le même haut du champ, à la même place. Il a été piqué avec une flèche une couple de jours avant. La même journée qu'il s'est fait piquer, il s'est ramassé à 5 mètres en dessous de mon stand. Il m'a spoté, il est parti, on l'a cherché. On a marché dans le bois tout partout à 3 gars. Ça a pris 4-5 jours. Il était revenu à la même maudite place encore. C'est particulier, là. C'est particulier. Ben, c'est ce qu'on pensait. Puis tu vois, en tout cas, il faut être capable de s'adapter par rapport à ça. Puis pour continuer sur la question à Yannick, se faire porter à 4 h le midi, mais se faire chercher le soir. Au contraire, Yannick, nous autres, si on chasse au bord d'un champ, puis qu'il reste du chevreuil, parce que majoritairement, nous autres, les chevreuils viennent dans, mettons, nos champs, puis ils s'en vont après ça pour les grandes cultures. S'il en reste, on texte notre chum. Mettons, moi, si j'ai quelqu'un avec moi, des fois, je suis tout seul. Mais si, mettons, Hugo était là, hey, Hugo, peux-tu venir me chercher à la place, ou un texte, un chum qui chasse à côté, hey, prends le pick-up, viens me chercher. J'aime mieux que ce soit un truck ou un 4 roues qui claire le champ ou la peau, peu importe, que ce soit quelqu'un à pied, personnellement. C'est clair. Ils n'ont pas peur du motorisé. Le motorisé arrive et repart. Ils savent qu'il n'y a pas de danger. Un humain à pied qui rentre et qui reste là, eux autres, toi, tu ne l'as peut-être pas vu, mais eux autres, ils savent que tu es resté dans le trou, puis ça, là, c'est mortel. Ah, c'est ça. Mais c'est sûr que chasser une bête puis faire ça, tu laisses tellement d'odeur. Mais ceux qui veulent essayer de chasser moi, je chasse mobile. Je pars à pied avec mon stand sur le dos. Ouais. Je fais un bout en 4 roues. Je rentre dans le bois. Je sais que mes traces, c'est ça qui me trahit 3/4 du temps. Là. Mais j'essaie toujours de rentrer en ayant le vent de face tout le temps. Comme ça, je souffle au moins où est-ce que j'ai passé. Fait qu'à la limite, je me dis, ben regarde, j'ai déjà passé là, j'ai déjà scrappé d'une certaine manière. Fait que j'essaie de tricher avec ça, mais c'est sûr qu'ils peuvent nous sentir, mais moi, jamais j'ai eu connaissance d'avoir vraiment brûlé un boc au point qu'il sac son camp. Moi, je courais après un boc cette année de Trump qui n'a jamais été vraiment chez nous, mais qui est parti, qui était en bout de ligne rendu chez le voisin. Mais c'est pas parce que je suis rentré 4 fois dans le bois. Il faut voir aussi, peut-être qu'il ne se tenait juste pas tout à fait de chez nous. Fait que, moi, je n'ai pas peur de le faire. Je ne le ferai pas à répétition, toujours à la même place, par contre. On les surprend à chaque fois. Exact. Fait qu'ils ne peuvent pas s'attendre à ce qu'on soit là. Un moment donné, je suis là. Après ça, la fois d'après, je suis à une autre place. Fait qu'ils vont continuer de vivre là pareil. C'est sûr que là, un moment donné, à force de mettre de la pression, on peut le ressentir, mais ils ont un degré de tolérance là, qui est peut-être différent d'une place à l'autre. En Ontario, moi, j'en ai pas, il n'y en a pas de tolérance. Puis le degré de tolérance au mois de novembre, selon moi, c'est deux mondes. C'est deux affaires. Là. En 2019, le bas que j'ai tiré, là, c'était la 3e fois en dedans de 5 jours que je chassais la même place, mais à 300, 400, 500 pieds de différence, je tournais autour de ça parce que c'était hot. Là, je voyais des bocs à toutes les passes, mais ça passait, j'étais à l'arc, passait proche, mais pas assez. Mais j'ai chassé là, c'était hot là. Moi, je chassais là jusqu'à temps que je le brûle, à la limite, là, pour vrai, mais j'ai jamais chassé le même arbre. Je me suis toujours promené ici et là, puis si je me souviens, Raph, le premier soir qu'on a chassé là ensemble, tu as vu me filmer,
on s'est fait siffler comme jamais on s'est fait siffler. Puis 2 jours après, j'étais là, puis j'avais mon bug G1 Curve à 30 mètres, pas de shot. Fait que tu sais, c'est... Ah, le RUT, c'est le RUT. Exactement, c'était le mois de novembre. Petite question ici. Je comprends, rentre et sortie plus tard, mais les armes barrées et serrées, tu n'es plus dans les heures légales. Est-ce que c'est... Y a-tu quelqu'un qui peut éclairer au niveau des règlements à ce niveau-là? Niveau carabine, je sais pas, je suis juste à l'arc, là, puis dépasser l'heure légale, j'enlève ma flèche. Moi, j'ai fait ça en carabine, puis quand que je peux pas tirer, ma carabine est barrée. Bon. C'est barré. De toute façon, tous mes films, moi, c'est tout filmé. Je peux pas... non, mais je me demandais, y a-t-il un règlement? Parce que je sais qu'en Ontario, dépasser l'heure légale, tu te dois d'avoir ton arme dans un étui. Tu es obligé. Maintenant, au Québec, il n'y a pas ce règlement-là. Toute réserve, Raph, toute réserve, là, je crois que tu as 1 heure avant la demi-heure. Mettons, tu as levé du soleil, tu peux tirer une demi-heure avant. Je crois que tu as 1 heure avant que tu peux rentrer avec ton arme en tant que telle. Au-delà de ça, tu dois être techniquement barré case. À la noirceur, si tu es avec un véhicule motorisé, tu es obligé d'être dans le case, barré. OK. Aussitôt que tu es en 4 roues, tu es obligé d'être dans le case. À pied? À pied, c'est pas pareil. C'est ça. Tu vois, sa réponse, c'est 1h30. C'est 1h30 après le coucher ou le lever du soleil. Là. Donc, tu sais, 1 heure avant, c'est exactement ce que je disais. Fait que tu as le lever du soleil, on va prendre l'exemple qui est à 7 heures. Ben, tu peux rentrer dans le bois à partir de 5h30 avec ton arme normale. Si tu es avant ça, tu dois être barré case. Là. Donc, en passant, je fais juste une petite anecdote. Je suis déjà rentré dans un stand avec mon cadenas. J'avais oublié de mettre les. J'avoue, le jeu, il est passé un bug de 4,5 à 7 mètres de moins. J'ai mon cadenas sur le gun. C'est fun, ça, d'avoir des armes barrées. Ça, c'était dans les premières années à Poudre Noire. Ça commençait. Puis, regarde, et là que tu as commencé à chasser à l'arc? J'étais pas content. Honnêtement, j'étais pas content, mais en même temps, j'ai eu le plus beau show de ma vie. Il est passé à 7 mètres. J'aurais jamais attendu ça. Les gens ils ont l'air de nous confirmer. Même à pied, comme je dis, le même à pied, tu rentres au-delà d'1h30 avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil, tu dois de l'avoir. Ça commence à faire de bonheur pas mal, là, mais si c'est ça, tu dois l'avoir dans 1h30 avant le lever. Mettons que je me promène avec un arc, 1h30 avant le lever du soleil, mon arc, il faut qu'elle soit où? Ben, au-delà d'1h30 ou à partir d'1h30? Ben, je suis avant, là. Mettons, je suis bien avant. Je rentre 2 heures avant le lever du soleil. Fait que tu dois être dans un case. Tu ne dois pas être accessible. Un arc? Ah oui? Ben, si on... Ah, on m'a informé de ça comme il faut. Je ne l'ai jamais fait, là, mais... Ouais, c'est rare que j'arrive à tout de même. Non, mais je me demandais, parce que là, à la limite, un arc n'est pas armé, hein. Si tu n'as pas de flèche dessus. Fait que là, c'est quoi Puis on ne peut pas viser non plus, parce que, en tout cas, ça serait à vérifier. Ouais. C'était une bonne question. On arc avec un cadenas sur les câbles. OK, ouais. C'est ça. Elle doit être rendue hors utilisable. OK. On va s'informer. Ça vérifier. Oui, comme il faut. Bon. Fait que on va se promener avec des caisses en plastique dans le bois. Bon, ben sur ça, vivre la vie. Bon. Oui, je pense que c'est bon. Je pense que ça fait déjà toi 1h30. Ben là, il y avait Luc qui voulait nous parler, par exemple, juste de l'effet. Vite. Luc, tu veux-tu embrayer sur ton je peux nous parler vite, là. J'avais envoyé des photos juste pour expliquer les effets de notre nouveau plan de gestion de 2 mâles par chasseur. Là. Vous allez voir les photos de veaux qu'on a. Là. J'ai une série de photos du mois d'août pour vous montrer les différences qu'il y a. Est-ce que je les pars, Luc? Ou... Oui, tu peux partir ça. Ceux du mois d'août en premier. Hein? Oui. Reviens un coup, Raph. Regardez là, ces veaux-là, on est au mois d'août. Il y a presque plus de picots qui sont avancés. Là. Puis dans les mêmes dates, regardez plus loin, là. Tu peux aller plus loin. Je continue. Il y a à peu près 4 secondes par photo. Regardez le petit veau, comment il est picoté, qui est tout petit, là.
Il est pas gros, lui. Mais non, mais c'est dans les mêmes dates. Là, fait que... Si on revient avant, il dépasse la saline en hauteur d'un bon 6-7 pouces. Puis lui, il est plus bas que la saline. Mais non, c'est triste, ça, là. Tu peux continuer. J'ai un autre petit couple de veaux qui est entre les deux. Là. Allez voir, là, regardez, là, ça, c'est entre les deux. Là. Fait que... On parle de combien de temps entre chaque, mettons, pour le fond? À peu près un mois. C'est à peu près, là, les cycles de route, c'est à peu près à tous les 28 jours. Mm-hmm. Fait que c'est la différence quand il n'y a pas assez de mâles, puis que là, ben, ça va au deuxième cycle d'Astrus, puis au troisième cycle. Regardez, là, ce petit veau-là, c'est fin août. Là. On est fin août. Il est né au mois de juillet. Ah, c'est né peut-être même début août. On ne sait pas. C'est pas vieux, là, c'est tout petit. Fait que, on peut aller plus loin là, au mois de... C'est les prochaines, ça dure à peu près 4 secondes par... OK. Regardez si c'est petit, là. C'est au mois d'août. Bon, ça, là, on est au mois de fin octobre. Regardez, c'est encore picoté, là. Fin octobre. Vous allez voir dans les mêmes séries de dates, là, c'est dans les mêmes journées. J'ai toutes pris les photos. Vous allez voir les autres photos. Regardez, lui, c'est encore plus picoté. Là. Fin octobre, il est picoté roux comme au mois d'août. Puis regardez en arrière, les deux veaux sont toutes finis. Il n'y a plus de picot. Oh. Donc ça, c'est des veaux qui vont passer au travers de l'hiver. Eux autres vont passer l'hiver. Les trois autres, ça se peut qu'ils ne passent pas. Fait que je voulais juste montrer et expliquer l'effet de récolter beaucoup de mâles, que là, on a droit à 2 mâles chaque, puis qu'on continue de déséquilibrer nos ratios. Ce que ça fait, c'est que nos routes sont beaucoup plus longues, puis on arrive à l'automne, bien là, on commence à revoir des veaux picotés qu'on ne voyait pas avant dans la zone 6. Mais là, le cheptel baisse tout de suite. Fait que tout de suite, il y a un impact sur la date des veaux. Fait que je voulais juste montrer aux gens l'impact que ça pouvait avoir sur le terrain. Puis faites attention en prenant vos photos. Là. Prenez le temps d'analyser ça, vous allez voir que ça a un lien direct avec la quantité de mâles par rapport au nombre de femelles qu'on a. Oh, j'en avais des comme ça, moi aussi, picotés en mois d'octobre. Fait que c'est triste. Ben, quand il y a trop de femelles pour le nombre de mâles, c'est ça. Il n'y en aura pas plus cette année, certain. Non. Moi aussi, j'étais picoté l'autre jour. Juste pour faire référence à ce qu'on disait tantôt, là, pendant la période s'étendant entre 1h30 après le coucher du soleil et 1h30 avant son lever, une personne en possession d'un projecteur, donc c'est un projecteur, et d'une arme à feu, d'une arbalète ou d'un arc dans un endroit fréquenté par le gros gibier est, en l'absence de toute preuve contraire, présumé être en train de chasser de nuit. Donc, cette présomption de chasse de nuit est valide dans la période de temps qui se situe entre 1h30 après le coucher du soleil et 1h30. Là. On n'a pas la suite des 3 petits points. Là. Donc, c'est sûr que si on se promène avec un spotlight et qu'on éclaire dans le bois, ça ne marche pas. Mais si tu te promènes, c'est comme pas une réponse béton. Fait que, bref. Bon. Fait que, en gros, je pense qu'on va se reparler la semaine prochaine. Yes. On décide de refaire ça mercredi, jeudi ou vendredi. Là. On est encore en ligne. Là. On s'en reparle après. OK, parfait. Exact. Fait que, merci les gars. Fait que, Charles, on ne se reparle pas avant ton départ. Le prochain coup qu'on te parle, tu vas être possiblement... Dans le paradis. Le paradis sur Terre. Donc, sur ce, merci à tous d'avoir été là. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne chance. Désespérez pas, ne pas être pessimiste. Ayez du fun quand même, c'est ça l'important. N'oubliez pas, 2 cibles à tirer, T400, zone T3, c'est la page de la classique Whitetail. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch.